Bonsoir à tous, bienvenue voilà pour ce live ce soir consacré au rétro gaming. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, voilà pour ceux également qui écouteront le replay, la rediffusion prochainement. Le thème ce soir les gars, c'est et si le rétro gaming n'était pas finalement un Monopoly géant. Alors on va discuter de ce thème autour justement de ce jeu de société auquel on a tous joué étant plus jeune ou même actuellement. L'argent, l'amassage, l'immobilier, les objets, les pièces, les boîtes, on va voir tout ça de près. On va essayer de répertorier bien sûr les différents systèmes, les différents jeux où il pourrait aller, où il pourrait atterrir dans ce Monopoly géant. Et vous allez voir que par rapport aux classes sociales, eh ben, on a un classement défini du collectionneur, du rétro gamer et du niveau financier bien sûr de la personne qui collectionne. Alors ça peut être intéressant de faire une petite évaluation en 2025 du marché du rétro. Alors bonsoir à Sébastien et salut à toi Maldred. Alors on va revenir également voilà sur la semaine dernière où j'ai pu diffuser justement ce qu'on a eu comme interview avec Domingos et on le remercie vraiment d'avoir pu témoigner voilà sur son passé de gérant dans ces salles d'arcade autour de Sega, la tête dans les nuages. Alors j'espère que vous avez pu apprécier justement cette interview qui a été pas qui a été diffusée en continu. Il n'y a pas eu de coupe. C'est-à-dire on a fait une discussion qui a duré 2 heures et vous avez entendu toute la discussion. Ni plus ni moins, et voilà, c'est quelqu'un de spontané, d'entier, et puis c'est une personne vraiment qui a des choses intéressantes à raconter, ce qui n'est pas le cas souvent dans le monde du jeu vidéo. Je pense que les gens du métier sont les plus à même voilà, de raconter des expériences avec beaucoup plus de profondeur pour partager aux jeunes générations, voilà, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément exercé dans le milieu ni ont les qualités voilà pour en parler. Alors j'espère que voilà que vous avez apprécié l'interview. Comme je disais, c'était la quatrième partie qu'on a pu faire avec lui. Donc si vous écoutez toutes les émissions, il y a presque 8 heures d'informations, de documentation et de discussion sur différents thèmes, dont Ubisoft, Vidéo Invasion, la Sega la tête dans les nuages, et puis j'en oublie bien sûr, parce qu'il y a énormément de comment dire, d'anecdotes qui se mêlent parmi celles-ci. Alors j'ai vu que voilà dans les commentaires vous avez beaucoup apprécié, puis vous avez pu discuter également avec Domingos qui est très très présent également durant les chats et les commentaires, qui répond à tout le monde. Et ça c'est bien, c'est une qualité que voilà parfois on n'a pas dans ce milieu. Je vous dis, des gens qui sont parfois un peu en retrait, qui osent pas en parler ou qui sont passés à autre chose dans leur vie, c'est un peu normal. Voilà. Alors par exemple, voilà, on avait le poteau de la chaîne de la dose qui avait beaucoup apprécié voilà un entretien en top, une vidéo avec du contenu de qualité. Comme d'habitude, c'est top de pouvoir faire des vidéos avec le recul qu'on a maintenant pour savoir comment ça se passait dans les coulisses. Voilà, merci pour la vidéo. Alors, c'est vraiment le but également de donner des témoignages sur le passé pour que les gens également sachent comment ça s'est passé durant ces années fin 90 et début 2000 dans ces salles d'arcade qui ont une petite une petite espérance de vie qui leur restait début année 2000 encore. Salut Flay, ouais, t'as bien aimé également le live sur la tête dans les nuages. C'est vrai que on a mis du temps à le tourner, mais dès qu'il a été fait, bah vous avez vu, je vous l'ai diffusé très très rapidement. Et
Et franchement, je pense on a fait quelque chose de vraiment très très sympa. Alors, c'est certain que dans le futur, on aura également d'autres personnes qui viendront discuter également, qui auront peut-être un avis légèrement différent ou également voilà des choses un peu variées par rapport à l'expérience de Domingos. Mais je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont traîné dans les salles d'arcade et qui ont connu ce milieu. Donc, c'est bien de dire voilà que en effet c'était un milieu qui n'était pas forcément facile pour les adolescents, les jeunes joueurs qui n'avaient pas accès à tout ça et puis Sega associé voilà au comment dire au financier parce que Sega c'est un sponsor au final hein. Sega ne gérait pas les salles d'arcade du tout, c'est un sponsor. Ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui la tête dans les nuages, si vous avez écouté l'interview, Sega n'est absolument pas impliqué dans le sponsoring de ces nouvelles salles d'arcade, la tête dans les nuages, où on a au final, et il l'a fait remarquer Domingos, on a au final plus des bornes type Raspberry avec des PC à l'intérieur et parfois également des expériences spéciales comme il y avait avec Afterburner 2 où justement on pouvait jouer dans un siège baquet pour une voiture ou un cockpit d'avion. Mais aujourd'hui, la plupart des jeux qui sont embarqués sont des bornes PC entre guillemets autour des bornes qui sont installées dans ces salles où on peut justement modifier le titre hein, qu'on a obtenu. Voilà. Alors, que de souvenirs, tu disais, Flay, avec la salle de Thiers. C'était la deuxième plus grande salle d'arcade de la franchise. Il faut savoir que si vous connaissez l'histoire, il y avait également des salles qui ont atterri du côté de la Belgique. Et au niveau de la frontière, voilà, et ça reste tout de même une grande franchise dans le monde du jeu vidéo des années 90, grâce à des gens comme Alain Prost et d'autres personnes voilà, qui ont participé à tout ça. Et bah, au niveau des commentaires, voilà, vous avez beaucoup discuté entre vous également. Et je pense que même les gens voilà, qui sont pas forcément passionnés de rétro gaming, mais qui ont connu les salles d'arcade, ce sont des personnes voilà, qui ont écouté l'émission. Et ça, en effet, on peut regrouper des gens voilà, de différents domaines autour du rétro gaming avec ces salles d'arcade. Et des gens qui ont participé à des compétitions à l'époque, voilà. Et puis voilà, ce qui est assez amusant, c'est que en discutant, les gens se rendent compte que le constat et l'assimilation qu'on fait, l'association qu'on fait avec le jeu vidéo d'aujourd'hui, les salles d'arcade d'époque, la collection, les brocanteurs, les 10 brocanteurs, les 10 rétro gamers, il y a beaucoup de mélanges qui parfois vont dans les excès, voilà. Et voilà, Ben de la chaîne de la dose que vous pouvez voir sur la chaîne de Edge avec qui ils font des vidéos sur la Neo Geo et justement les versus parce que justement c'est un joueur très compétent. Voilà, il était assidu de la salle Boulevard des Italiens et un peu celle de Place Dite, voilà. Il n'a pas eu l'occasion d'aller à celle de Belle Épine, mais bon, on peut pas être partout. C'est vrai que c'était en banlieue, hein, c'était à une grande distance. Il était aussi client de Vidéo Invasion, donc forcément, voilà, ils se sont côtoyés sans forcément avoir d'affinité à l'époque, voilà. C'était une époque dorée, la conclusion du live est vraiment cool et tellement actuelle. Alors si vous pouvez écouter la conclusion du live que Domingos a fait par rapport au partage, et ça c'est vrai, c'est qu'il y a trop de gens peut-être aujourd'hui qui associent le rétro gaming à une compétition. Et également, et ça on va le faire dans le thème du soir, on va en parler, ça, le thème compétition qui n'a pas lieu d'être dans le monde du jeu vidéo, parce que vous faites ça pour vous.
Vous faites une collection, vous faites du rétro gaming pour vous. Vous jouez à des jeux d'arcade pour vous. Vous terminez des jeux pour vous. Et il a bien également remis en place des idées faites de certains qui pensent terminer des jeux en un crédit chez eux sur leur émulateur. Dans les salles d'arcade, on ne réglait pas les jeux en difficulté normale ou facile. Les jeux type voilà, Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts, Time Crisis ou également Final Fight, ces jeux étaient difficiles à terminer parce que la difficulté était surévaluée. Opération Wolf, Ikari Warrior, enfin je vous les cite pas tous, il y en a énormément. Mais la difficulté de ces titres-là était montée pour que vous mettiez de l'argent. Donc on attend toujours bien sûr les gens qui termineraient un jour un Final Fight en mode difficile, hein, en salle d'arcade, on les attend. Moi de mon côté, voilà, j'ai fait une vidéo qui va arriver sur la série Alien dans le monde du jeu vidéo sur console et ordi. Et également, je me suis amusé à terminer la version arcade de Aliens avec 4 ou 5 vies, hein. Le jeu est vraiment pas long. Et je peux comprendre pourquoi le jeu n'est jamais sorti sur console de jeu Aliens, le jeu de Konami, c'est qu'il est vraiment trop court et n'avait absolument aucun intérêt sur une cartouche ou une console de jeu. Pourtant ils ont fait, vous me direz, Alien Predator. Oui, ils l'ont sorti, mais Alien Predator est même un peu plus long que Aliens, le jeu d'arcade de Konami, qui se finit extrêmement vite si tu ne mets pas la difficulté sur la borne avec les potards pour modifier la difficulté. Ce sont des jeux qui sont dédiés aux salles d'arcade et qui ne sont pas faits pour être joués sur une console. Mais ça, c'est une autre époque. C'est une autre époque, en fait, de faire cracher les clients au niveau de l'argent sur des jeux très très courts. Encore fallait-il connaître cette période-là. Et les gens, voilà, on en a parlé un peu dans l'émission, mais les gens qui se font des bornes d'arcade chez eux, qu'on en 3 ou 4, ça sert plus de décor que ça sert, en fait, parce que c'est dénaturer le genre. Quand tu as une borne d'arcade chez toi, et que tu ne joues finalement que tout seul, ou que tu n'y joues pas, les salles d'arcade, c'est pour partager, c'est pour réunir, c'est pour avoir un regard vis-à-vis en fait, d'une personne que tu ne connais pas avec qui tu vas jouer. Et ça, en effet, ça rend extrêmement intéressant la compétition, de jouer avec des inconnus, etc. Mais quand tu as une borne chez toi, c'est dénaturé en fait. Ça n'a pas lieu forcément d'être, mais à part, c'était un grand collectionneur, en effet. Je pense que les gens voilà, qui ont des bornes d'arcade chez eux n'y jouent pas, enfin je pense sincèrement. Et encore une fois, c'est vrai que mettre des jeux Game Boy, Game Gear, Super Nintendo sur une borne d'arcade, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Comme quoi le monde n'est pas si grand, voilà. Il s'était connu en fait chez Vidéo Invasion, Ben. Alors salut à Cédric Vidal, salut Frank Kaufman. Toi tu finissais Mortal Kombat 1 et 2 en arcade. Eh ben bien. Tu sais que dans le documentaire Insert Coin qui était passé sur Netflix, ils avaient en fait réglé, les concepteurs de Midway avaient réglé la difficulté de la borne arcade Mortal Kombat 1 à 18 secondes d'espérance de vie pour les joueurs. Toutes les 18 secondes en moyenne, les gens remettaient 10 francs pour rejouer. La difficulté était vraiment poussée à son paroxysme dès le deuxième combat en fait. Donc c'est possible que tu finisses en fait ce genre de borne, mais en mettant beaucoup d'argent. Et puis également, si tu connais le gérant de la salle, il peut te baisser la difficulté de la borne aussi. C'est tout un concept, hein, voilà. Hein. Alors, Cédric Vidal, tu dis la tête dans les nuages, ça te rend malade. Ouais. T'as déjà dû mettre beaucoup d'argent. Ouais. Alors non, je vais pas parler de Alien Isolation, non, parce que je me suis arrêté au jeu sur la PlayStation 1 en fait. Ce sera une vidéo en fait autour de la saga Alien dans le monde en fait des consoles de jeu surtout.
C'est pour ça que j'ai arrêté à la PS1. Parce que c'est les. Je parle de Alien, Aliens 1. Je parle de Alien, le huitième passager, pardon, et de Aliens et jusqu'à Alien Résurrection. Voilà, je fais pas les Alien Predator, tout ça. Peut-être qu'après je ferai une suite. Sachant que moi, attention, hein, j'ai terminé Alien Predator sur PlayStation 3. Je l'ai fait. J'ai fait également Colonial Marine. Tellement je suis fan. Pour vous dire à quel point je suis pas objectif en fait sur les jeux Alien parce que j'aime tellement que j'ai terminé même les jeux que les gens n'aimaient pas. Pour vous dire, voilà. Euh, voilà, après les gens discutent, voilà. Alors, Joe Gillian, il avait dit, certainement la plus belle fin de live qu'il y a eu sur ta chaîne, merci beaucoup, et gros merci à Domingos. Justement, il parle du partage, et puis également de la tolérance que les gens devraient avoir dans ce milieu par rapport comment dire, à la passion des autres, voilà. Alors il avait dit Brasildom que en effet l'essentiel parfois c'est la bienveillance et comme dans le monde du travail également. Hein. Après je vous laisserai aller lire, voilà. Alors Chris 94 il avait dit j'ai passé des années merveilleuses dans celle de Beaubourg ainsi que dans une salle un peu plus petite juste à côté qui occupait 3 étages d'un coin d'immeuble. C'était incroyable, surtout Galaxian 3. Et dans l'autre, il y avait MacDog McCree, voilà, le jeu de tir sur 3DO si vous connaissez les gars. Je sais pas si je crois qu'il est sur Mega CD aussi, je crois. Salut Jagme Retro. Ouais, c'est pire qu'un pot d'échappement en 10 secondes. Hein. Alors, j'ai même les temps en fait où les gens en moyenne remettaient de l'argent sur d'autres jeux. Il y a du Ikari Warrior, Ghost and Goblins, tout ça, c'est moins de 10 secondes. Hein. C'est affolant, hein. En moyenne. Hein. Alors attention, après, Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts, tous ces jeux-là, c'était 2 francs la partie. 2 francs. On n'est pas sur du 10 francs ou du 5 francs pour le Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'était 5 francs pour commencer à jouer. Et dès que tu perdais, il fallait remettre 5 francs à chaque fois. 10 francs, c'était 2 vies en fait. Hein. Si on peut dire ça, voilà. Et encore une fois, ça c'était géré par le gérant. Il pouvait changer en fait l'argent que tu mettais pour la thune. Moi je vous parle de ça quand j'y ai joué du côté du Forum des Halles, dans la salle d'arcade à Châtelet. Avant que le jeu sorte sur Super Nintendo, hein. C'est-à-dire que nous on y a joué sur la borne avant que le jeu sorte sur console de jeu. Les prix c'était ça quoi, voilà. Des shoots d'adrénaline de dingue au point de sortir de la salle en grelottant. J'ai vraiment regretté leur fermeture. Il y a également la House of the Dead qui est intéressant. Ils ont fait tout un truc Sega à l'époque autour d'House of the Dead avec un rideau, une ambiance, etc. Alors les nuits sans Kimoid, il avait dit excellente interview avec un invité très intéressant dans les anecdotes de salles d'arcade années 80. Vous avez connu celle avec l'allumeur de gazinière. Les gens utilisaient un briquet là pour chauffer les crédits et se rajouter des vies en fait dans les bornes. À l'époque, ma famille était souvent en Angleterre et nous avions pas mal de pièces de monnaie anglaise. Nous avons remarqué que certaines pièces anglaises passaient comme une pièce de 5 francs, tout en ayant une valeur bien moindre. Ça c'est cool ça, ouais. Ils ont dû retrouver pas mal de pièces anglaises dans les salles d'arcade à l'époque, voilà. Je rejoins l'interviewé sur de nombreux points, dont celui de l'expérience arcade. La réalité, c'est que la borne tourne très peu. Pour moi, une bonne borne d'arcade... une borne d'arcade, tout simplement chez soi, c'est un élément extrait de son milieu naturel. Voilà, c'est ce qu'on a dit, voilà. Là, j'ai un peu envie de dire qu'on se retrouve comme un idiot à jouer tout seul sur sa grosse borne et le sentiment doux amer de la nostalgie revient au galop. Ouais, il y a un côté nostalgique qui revient, mais ça s'arrête là au final, voilà. On n'a pas forcément plus, voilà. Alors de mémoire, la première se trouvait à Place Dite et son nom initial était le Central Familial avant que ça soit la tête dans les nuages, si vous avez connu les gars.
Alors Silver, il avait dit, on en parle des ignobles figurines Mario ou Sonic à l'entrée actuelle de la tête dans les nuages. Bah, et comme ils ont pas les droits en fait de Nintendo ou Sega, ils ont fait des figurines qui ne ressemblent pas aux vraies, c'est pour ça. Ouais, salut Yordax. Alors le rétro gaming, c'est surtout la bonne paye. Ouais, c'est amusant. On va s'amuser à associer des rues à des consoles. Vous pouvez déjà y réfléchir si vous voulez, voilà. Un mot passionnant, SNK Fury Fatal, et il avait dit voilà, que de bons souvenirs dans ces salles, merci pour cette vidéo. Bah moi je suis content que voilà que ça a intéressé des gens surtout, c'est surtout ça, c'est le but, voilà, le but de partager des informations. On gagne rien sur ces histoires de vidéos, hein, voilà, c'est simplement quelques publicités qui passent parfois dans la vidéo qui rémunèrent en fait la chaîne, mais c'est à hauteur de 2 euros, 3 euros sur 3-4 mois, hein, c'est rien du tout. Donc on fait vraiment ça pour le plaisir les gars. Hein. Après voilà, Domingos il avait rajouté quelques précisions. Oui, on s'était rendu compte qu'il avait dit 8000 euros qu'il gagnait. Oui, c'est bien 8000 francs, hein, attention. Chez Micromania, tu gagnais pas 8000 euros. Voilà, on a bien compris, ouais. Salut Dumont, Anthony. Bah, en effet, je pense que la Neo Geo, tu peux la placer là. Même si y a peut-être d'autres systèmes où tu peux placer la Neo Geo juste derrière aussi. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, voilà, les gars, je vous laisserai aller regarder les discussions. Ce qui revient également autour des discussions que les gens ont pu avoir. Ce qui est dommage, c'est que le milieu du rétro gaming aujourd'hui est gangréné par des gens qui mettent en valeur l'argent avant le plaisir de jeu. L'arcade, les salles d'arcade, c'est l'essence même de ce que devrait être le jeu vidéo. Voilà, rencontrer des gens, discuter, passer un bon moment, compétition, et simplement être rassemblé autour d'un jeu. Pas d'une Neo Geo en boîte dans une vitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a... Comme ils l'ont dit, au final, ça reste que de la branlette, ça ne fait pas partie du jeu vidéo, hein, sincèrement. Le rétro, voilà, Ben il l'a dit également, hein, le rétro est complètement gangréné, il n'y a que des opportunistes et des rapaces, enfin en grande majorité, c'est bien dommage, aujourd'hui on parle, hein. Et encore une fois, les gens voilà, qui vous parlent des salles d'arcade des années 80 ou 90, il y en a très très peu, et il y en a très très peu qui ont fréquenté quotidiennement ces salles, et qui ont vraiment eu la passion du jeu vidéo plus que la passion de collectionner des boîtes. C'est vraiment une autre atmosphère. Hein. Voilà, il essaye de faire partager sa passion, revivre des souvenirs. Voilà. Il dit que parfois, quand il redescend sur Paris, il passe par boulevard Voltaire, mais on est tellement loin de ce que ça a pu être. Et ça ne sera plus jamais ce que c'était, hein, déjà. Et encore moins les salles d'arcade, voilà. Donc voilà les gars, alors on va passer au thème de ce soir, autour de justement le Monopoly. Et là c'est assez amusant en fait de voir qu'aujourd'hui vous avez tous chez vous hein, des bonnes collections, vous avez tous envie également de récupérer des systèmes. On voit aujourd'hui que des consoles coûtent cher. C'est difficile de récupérer des systèmes. Vous avez certainement voilà quelques jeux par-ci par-là de la comment dire de la Game Boy, de la Neo Geo, de la PS2. Est-ce qu'on pourrait pas associer au final ce jeu de société à la collection rétro gaming, sachant que bah aujourd'hui bien sûr chaque système a une cote et ce que vous avez chez vous a de la valeur et on pourrait associer également votre classe sociale à une rue du Monopoly. Alors, on pourrait s'amuser également à ce que pensent, à évaluer ce que pensent en fait la plupart des collectionneurs des autres parce qu'ils ont moins ou qu'ils ont plus. Et là, en fait, vous vous rendrez compte que finalement, peut-être ce que vous possédez n'a pas autant de valeur aux yeux des autres.
que ce que vous donnez en fait à ce que vous avez chez vous. Ça, c'est assez pertinent de voir que, par exemple, vous avez des gens qui ont en effet des collections énormissimes de jeux Wii, de jeux PS2, Nintendo 64 chez eux, et ils sont incapables en fait de forcément dire que ce qu'ils ont n'a pas autant de valeur que ça par rapport à une autre personne qui peut avoir des jeux X68000 ou des jeux Nintendo NES. Ils vont être persuadés que ce qu'ils ont chez eux, c'est génial, c'est magnifique, et ils pourraient placer sur l'échelon, on va dire, d'un Monopoly, dans la rue de la Paix, rue de Rivoli ou voilà, place de l'Opéra, ils pourraient placer leur collection devant celle d'un autre qui a une collection Neo Geo avec 4 ou 5 ou 6 jeux, quoi, voilà. Alors que quand tu regardes bien, d'un point de vue global, d'un point de vue général, ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo actuel, la Neo Geo, même si tu as, on va dire, allez, une dizaine ou une vingtaine de jeux, ça sera toujours supérieur, d'un point de vue financier, à ta quarantaine ou centaine de jeux PS2 au niveau de la valeur très très souvent. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande quantité de jeux Neo Geo pour rentrer en fait dans ce monde spéculatif, alors qu'il va te falloir peut-être une tonne de jeux PS2, une tonne de jeux Game Boy pour rentrer en compétition avec des grands collectionneurs dans le monde du jeu vidéo actuel. Alors dans le passé, dans les ventes aux enchères, je suis retombé sur un live que j'avais fait il y a un petit moment. J'essaye de réécouter un peu ce que j'avais dit dans le passé, j'essaye de voir les idées qu'on avait en 2023, en 2022. Alors je lis, j'essaye de pas perdre le fil et je vais essayer de lire vos commentaires en même temps, les gars. Alors salut Boro. Pour dire vrai, il y a énormément de jeux dont la valeur est surcotée. Ça, c'est un bon point. C'est très pertinent ce que tu dis. Et je pense que voilà, ça rejoint ce qu'on va faire dans le thème avec le placement de votre collection dans l'échelon en fait du pouvoir financier, de votre classe sociale, etc. Même psychologiquement. C'est intéressant de voir que dans le Monopoly, il y a quand même une case prison. Il y a une case départ où vous commencez une collection en 2025. Est-ce que c'est bien de commencer une collection en 2025? Là, tu sais, le truc récurrent, en fait, la case départ. T'as les impôts sur le revenu, la fameuse taxe Wawa. T'as également... Non, je suis obligé de rigoler parce que... C'est-à-dire que la vidéo YouTube ou le youtubeur influenceur va vous faire augmenter également la valeur de votre produit, les brocantes également, et puis la TVA sur les achats à l'étranger vont vous faire augmenter. Ça, c'est l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, c'est tout ce qui est différent de la vente au black dans les brocantes et de la main à la main dans les brocantes Wawa. Mais non, mais bon, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, parce que moi, ça me fait rigoler. C'est marrant parce que le Monopoly, c'est un jeu qui est intemporel. C'est-à-dire que tu peux l'associer à plein de choses et tu pourras évidemment, de façon continue dans ta vie, y jouer sans que ça se ringardise. Et également que ça soit d'actualité, parce que tout ce qu'on fait dans notre vie a un rapport avec l'argent aujourd'hui, l'immobilier, et puis le placement. Voilà, tout ce que vous faites d'un point de vue spéculatif dans vos collections, les gars, ou dans votre vie, hein, les placements immobiliers, tout ce qui a un rapport également avec les crédits également. Alors, ce qui est marrant dans le Monopoly, c'est que la case prison, alors il faut bien la placer à un moment donné, mais moi la case prison, je l'aurais plus placée après la rue de la Paix, un peu à la Sarkozy, où tu sais, un peu quand t'as fraudé à droite à gauche, ben tu te retrouves avant la case départ, où tu recommences tout à zéro, ben tu fais un tour par la case procès, prison, tu vois.
après la rue de la Paix. C'est assez étonnant qu'ils aient mis... Alors, c'est pas étonnant, pour les rétro gamers, c'est pas étonnant, c'est amusant de voir Avenue de la République avant la casse-prison. Est-ce qu'on peut en parler de ça ou pas? Parce que en 2004, qu'est-ce qui s'était passé à la République à l'époque? La descente de police, fermeture, recel, caisse noire, dont on a eu également des informations à travers d'anciens gérants qui nous ont parlé des doubles caisses, hein, et des caisses noires autour des boutiques parisiennes. Beaucoup de boutiques sont tombées. Enfin là, est-ce que c'est une coïncidence heureuse au final que l'avenue de la République soit avant la casse-prison? C'est assez amusant, non? Alors, Boro, tu dis les jeux rétro ont uniquement de la valeur pour les mecs qui sont prêts à mettre un gros billet. Alors oui, c'est ça. En plus, Domingos l'a dit dans la vidéo, interview, il a dit que la valeur que tu donnes à un produit, c'est la valeur que sont prêts à mettre aujourd'hui des collectionneurs. Si aujourd'hui on va dire, t'as Sonic 1 qui est emballé, neuf, etc. T'as un mec qui est prêt à mettre 2000 €, la cote 10 secondes après de ce jeu-là, emballé, fermé, ça sera 2000 €, voilà. Alors que pour 35 €, 2 semaines avant, bah, il se vendait encore. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer, quoi, là, ce qui peut arriver, voilà. La casse-prison, c'est pour certaines boutiques de Paris, FK2D, ouais. Non, mais en plus, avant de commencer l'émission, j'avais même pas remarqué que Avenue de la République, c'était avant la casse-prison. Alors, simple visite, voilà, peut-être ou pas. Alors, le Monopoly sorti à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui il y a des rues qui ne sont plus d'actualité au niveau financier, etc., placement. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez des quartiers qui ont été démolis, rénovés. Et on va dire qu'aujourd'hui, bah, peut-être certains quartiers comme Vaugirard, voilà, c'est peut-être un peu mieux qu'à l'époque. On n'est pas du coup, voilà. Gare Montparnasse aujourd'hui a des beaux endroits, alors que c'est vrai que Montparnasse dans les années déjà même 70, largement après que le Monopoly soit sorti, Gare Montparnasse c'était un quartier très industriel, très commerçant, avec pas mal de vieilles comment dire, de vieux immeubles. Voilà, ça n'a pas été forcément rénové avant le début des années 2010 ou 2000. Mais bon, voilà, on va rester sur, vous savez, comment dire, la réputation des rues, voilà, dans l'imaginaire collectif, ou pas forcément peut-être l'actualité. Voilà, à travers ce monde-là. Alors vous avez plein de choix. On va faire par exemple les consoles de jeux. Les consoles de jeux, donnez-moi par exemple. Alors on va faire. On va mettre, je vais vous taper, voilà, les consoles. Alors on va mettre PS2, on va mettre, on parle rétro gaming, voilà. À quelle rue vous associeriez chaque console de jeu par rapport à ce que vaut entre guillemets les jeux autour de cette console. Alors par exemple, voilà, PS2, Neo Geo, on va faire les consoles de salon. Après, je vais essayer de vous afficher en direct sur l'écran les résultats, ce qu'on pense. On va mettre également, voilà, la PS1. Salut cousin Hubert. Tu peux avoir le dé à coudre, ouais. Alors le dé à coudre, c'est peut-être pour les brocanteurs, les rafistoleurs, les réparateurs, je sais pas. Ouais, plus les réparateurs, les gens qui aiment bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme console de salon? Faut pas que je les oublie. Ah oui, bah oui, on va mettre celle-là aussi. Voilà. Console de salon réputée encore. Pourquoi pas là. Bah, après, il y a des consoles de salon que vous-même, vous ne fréquentez pas. Comme la 3DO, on peut mettre la GX 4000 si ça amuse les gens. La GX 4000, ça reste une curiosité.
Voilà, qui au niveau de la collection, en effet, là, il y a peut-être une dizaine de jeux intéressants, même pour les trouver, c'est entre 60 et 300 balles. Bon, mais ça s'arrête là, voilà, c'est pas affolant. Allez, on va mettre entre guillemets ce qui englobe la PC Engine. On va pas mettre Core Graphics, machin, tout ça. On va mettre tout ce qui englobe la PC Engine. Voilà. On va mettre également la PS3. PS3, on peut mettre la PS3 si vous voulez également. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre j'ai pas mis la Super NES. Bah oui, la Super NES, la NES. Et on va essayer de placer toutes ces consoles. Alors, si j'en oublie, c'est pas grave, parce qu'on va les rajouter à la main, voilà. On va les rajouter à la main, c'est pas un problème. Moi, de mon côté, je vais essayer de vous mettre... Et puis après, on va essayer de mettre, par exemple, peut-être certains jeux très très réputés aujourd'hui, et pour voir... et on va essayer de commenter tout ça autour, voilà, pour plaisanter et rigoler. Acheter de rares jeux pas chers, c'est difficile, ouais. On ne peut pas aller en prison car il y a des boîtiers anti-vol. Ah ouais, boîtiers anti-vol. Non mais ça, c'est les cas psychiatriques après ça, voilà. Boro, alors honnêtement, cela vaut pas les prix comme dans les boutiques eBay, etc. Et surtout, vu l'actualité actuelle, d'accord. Cela vaudra, c'est un pléonasme un peu, non? Cela vaudra plus grand chose à moyen terme. Il y a une thèse à faire sur Avenue de la République avant la case prison. Ah, il y a une thèse à faire. Expliquer, etc. Pourquoi, ceci, cela. Ma grand-mère. Non, je ne sais pas. Il y a le parc gratuit. À quoi on pourra associer ça également? Il y a Place Pigalle, alors ça c'est tous les gens je pense qui font les codes promo prostitution avec Limited Run, Strictly Limited Games et tous ces trucs là qui collectionnent ça. Je pense que on va essayer d'associer après les collectionneurs dans certaines cases. Je pense que Place Pigalle, le youtubeur collectionneur code promo Limited Run, il est très très bien placé. Très très bien placé. Après, il y aura bataille. Hein. Il y aura bataille au niveau de rue de la Paix, avenue des Champs-Élysées, parce que si en effet tu veux placer certaines consoles sur les rues phares parisiennes du Monopoly, il y aura bataille entre certains systèmes. Parce que vous pouvez dire par exemple que la Neo Geo c'est une console en effet qui est pratiquement imbattable au niveau général. Voilà. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte autour de cette console. Le prix, l'histoire, l'idée de ce que se font les gens de cette console sans la posséder, le fantasme, voilà, et puis également le côté collection qui est difficile à terminer, le prix des jeux qui est extrêmement élevé. Les différents systèmes, etc. Enfin, c'est une console qui n'a pas été extrêmement bien distribuée en grand nombre en France également. Ouais, il y a tout ce fantasme autour de cette console-là qui fait que je pense que de toute manière, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, elle ressortira vainqueur à chaque fois. Mais moi, je la mettrais parfois en concurrence avec d'autres systèmes qui sont pas forcément demandés en effet, mais au niveau valeur, amusez-vous les gars à essayer de collectionner le X68000. Essayez, hein. Vous allez voir certains jeux, ça pique, hein. Rien que de les trouver déjà, ça pique. Voilà. Alors, salut Nico34, ouais. J'ai des noms de youtubeurs pour Place Pigalle, je ne citerai personne. Tu as des noms, mais tu veux citer personne. Boro, même idée. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de vous mettre en direct. Alors, par exemple, regardez les rues qu'on... C'est-à-dire que la PS2, par exemple, on commence par la PS2. Au niveau de l'échelon du Monopoly, regardez, c'est assez grand, hein. Vous avez, boulevard de Belleville...
rue de Courcelles, avenue de la République, qui ne veut rien dire finalement par rapport à l'histoire des magasins, hein. C'est simplement que là, c'est une classe populaire. C'est marrant parce que à l'époque, avenue de la République, enfin, c'est même pas... Pourquoi je dis avenue de la République? C'est pas boulevard Voltaire non plus. Mais ça reste classe populaire, voilà. Boulevard de la Villette. Alors la Villette, si on connaît la Villette aujourd'hui, c'est à ses côtés, hein. Bercy, tout ça, qui est pas si loin. Gare de Lyon. Boulevard Saint-Michel, Place Pigalle. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs intéressants. Alors la PS2, dans quelle classe sociale vous la mettriez en fait? Parce que, c'est-à-dire que, on va dire que pour un début de collection, en effet, c'est pas difficile de se procurer des jeux. Voilà, j'ai pas mis la Wii, alors on peut mettre la Wii au niveau collection, mais je pense que la Wii, si vous êtes d'accord, moi, la Wii, par exemple, au niveau de la collection, je la mettrais au tout début. C'est-à-dire que quand vous commencez une collection dans le rétro gaming, et la valeur qu'elle a aujourd'hui également, hein, comme la Master System, qui est pas forcément très loin, je pense que rue de Vaugirard, on pourrait mettre la Master System, rue Le Courbe et Belleville, je pense que la Wii, tu peux la mettre par là. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très très populaire, vous en trouvez sur des brocantes avec la DS, alors j'ai pas mis les consoles portables, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez, on va mettre ça tout de suite. Alors, on va mettre la PS2, alors... Moi je mettrais ça par là, ouais, je mettrais ça par là. Dites-moi, hein, voilà ce que vous en pensez. À quelle classe, est-ce que vous pensez que voilà, peut-être c'est du mépris de penser que bah c'est une console finalement pas forcément pertinente, on va dire au niveau collection et que ça mérite pas plus ou ça mérite plus, je sais pas. Après, on parle plus au niveau achat. En fait, difficulté d'achat, en fait, difficulté de se procurer le système, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément difficile aujourd'hui de se procurer des jeux Wii. La console Wii, à la base, les gars, vous savez combien ça coûte? C'est 30 euros une console Wii. Hein. Comparé à une Saturn, c'est vrai que j'ai pas mis la Saturn encore. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément difficile aujourd'hui d'acheter en effet ce genre de console. Nintendo c'est pas populaire. C'est vrai que la PS1 également, c'est pas compliqué également de se procurer de la PS1. Alors moi je pense que voilà, au niveau de la Wii ça resterait une console extrêmement pas pas méprisée, mais extrêmement simple au niveau de l'achat, et ça pourrait dénoter pardon, une certaine classe associée en fait à des gens plus assez pauvres entre guillemets, qui n'ont pas des ressources financières énormes et qui veulent rentrer en fait dans la collection du jeu vidéo en passant par voilà une console qui n'est pas demandée ou qui a été fabriquée en grande quantité, pas difficile à trouver également. Alors attention, vous n'allez pas trouver à tous les coins de rue des jeux extrêmement cotés hein, du côté de la Wii. Mais c'est très facile de se faire une collection Wii aujourd'hui avec des jeux vraiment pas intéressants du tout. Hein. C'est un peu ça le problème. Alors, on rentre pas dans le côté finalement est-ce que ma collection est intéressante ou pas. Là, on parle plus pouvoir d'achat, on va dire, hein, parce que ça reste dans le thème du Monopoly. Sinon, je pense qu'on aurait fait un live sur la quantique physique. On n'en est pas là encore, sinon on va perdre des gens. Déjà que on a du mal à regrouper des gens sur des sur des thèmes qui sont autres que la boîte et la vitrine. Donc voilà, c'est vrai on essaye un peu de diversifier les débats.
Alors, hop. Alors, est-ce que... Ah voilà, c'est magnifique, ça apparaît en direct. Alors, je vous ai mis donc la Wii, les gars, du côté de ces deux premières rues. Après le départ, au niveau des consoles de salon, est-ce que la PS1, pour vous, au niveau achat, parce que moi je pense, vous pouvez demander à Cyril 2.0, je pense que la PS1 se situe au-delà de la PS2 au niveau euh, récupération déjà d'une bonne partie des jeux euh, à un prix plus élevé que la PS2. Je pense que la PS2 c'est beaucoup plus simple de récupérer pas mal de jeux que la PS1. Qu'est-ce que vous en pensez? La PlayStation, tu dis, c'est populaire, Cédric Vidal, c'est pour le peuple, c'est une console du peuple. Alors, est-ce que ça serait pas une console de bobo, en fait? On peut se poser la question. La Wii, c'est une console de bobo. Non, de beauf, pardon, qu'est-ce que je dis de bobo? La console de bobo, ça sera la Neo Geo. C'est le bobo parisien, voilà. Je mettrais la Wii en Lecoubre et Master System en Courcelles. La Master System, ça commence pas mal à monter, mais en effet, c'est moins coté que les jeux PS1. Les jeux PS1, c'est très cher, les gars. Ça commence à monter. Il y a des jeux à 35 balles, 40 balles. Alors en version PAL, j'en parle même pas. Au Japon, ça commence à monter tout doucement, mais en version PAL, ça devient un problème, hein. Et il faudrait faire. Alors, est-ce qu'il faudrait faire un live global ou un live que sur le PAL, le japonais parce qu'au final, les jeux PS2, les très très gros titres, en effet, ils coûtent cher. Mais la plupart des jeux PS2, les gars, regardez sur Internet, ça vaut que dalle. 5 balles, 10 balles, 3 balles en brocante, ça vaut rien. Il y a énormément de jeux. Là, on parle pas d'acheter à chaque fois un God End ou d'acheter un Dead Aim Resident Evil ou Silent Hill Collection. On parle pas de ça. Ou Rule of Rose. On vous parle de la plupart des jeux PS2. Vous pouvez avoir une tonne de jeux comme sur la Wii, hein. Après, c'est attention, voilà, ça reste mon avis. C'est assez amusant de faire ça pour voir un peu. Le jeu des charades, première lettre, j'ai des noms. Ah, avec les. Ah oui, oui, en effet, avec le. Tu parlais des youtubeurs. Euh, Ah, pour moi, de toute façon, ils sont tous à Pigalle, hein. Non, mais pour moi, ils sont tous à Pigalle, ils font tous le trottoir, et puis ils demandent des dons, en fait, à leurs abonnés qu'ils ne voient jamais. Donc, à la limite, une prostituée, c'est plus respectable. Elle a plus d'affinité avec son client que le youtubeur. Retro gaming. Ah putain, ça y est, je vais me faire des amis, c'est parti là. Wingar. Alors on va mettre. Alors on se met d'accord sur la PS1, les gars. Est-ce que la PS1 c'est supérieur à la Master System au niveau du pouvoir d'achat pour s'approprier une bonne collection, on va dire? On parle d'une entre 50 et 100 jeux facile, voilà. Est-ce que vous mettriez la PS1 ou la Master System au niveau de difficulté du pouvoir d'achat par rapport à votre classe sociale, voilà. Salut Léo, excellent titre, toujours un plaisir de suivre ta chaîne et tes lives, bah, merci. On est dans le burlesque ce soir, hein. Un peu comme d'habitude, hein, c'est sarcastique, voilà. Bon, c'est pas trop sarcastique finalement parce que ça reste d'actualité, on va dire, hein. C'est le Monopoly de 2025 des collectionneurs. On évalue en fait sur quelle échelle le collectionneur de telle ou telle console se répertorierait. Je sais pas si c'est français ce que je dis, vu que je suis fatigué ce soir, mais mais sur les rues du Monopoly. PS1 c'est orange ou rouge, tu dis? Orange ou rouge? Alors carrément, PS1 tu le mettrais en haut là? Vous mettriez ça en haut? Alors attends, on va faire. Ah t'as vu hein, l'effet spécial. Hop, je te retourne ça. Alors, boulevard Malzerbe. On fait un petit coucou à Pauline. Avenue Matignon. Ah, tu mettrais carrément sur Matignon et Malzerbe devant l'Assemblée nationale par là-bas, là? Tu mettrais ça pas loin de l'Élysée et tout ça, là? Ah, c'est chaud quand même, hein.
Avenue Henri Martin. Il n'y a pas Faubourg Saint-Martin? À Saint-Honoré, voilà. Euh, PS1, c'est clochard pour toi, Nico34? Non, la PS1, il y a des... Franchement... Alors, moi, je trouve que PS1, il y a des très bons jeux. Et en plus de ça, c'est que les jeux, en effet, ont une bonne valeur. Aujourd'hui, t'as une collection rétro gaming PS1. C'est pas mal du tout, hein, au niveau puissance financière, hein, si tu les as, les jeux. Hein. C'est assez coté, hein. Donc, vous diriez quoi, alors tu dis, oui, la PS2, la majorité des jeux coûtent moins cher que sur PS1. On est d'accord, voilà. La PS1, c'est plus compliqué, en effet. Donc, la PS1, moi, je sais pas, hein, parce que je pense que je la mettrais, ouais, peut-être. Moi, je dirais pas en orange là, comme sur Avenue Mozart. Je mettrais plutôt en fait. Attends, on va essayer de tourner le truc si j'y arrive maintenant. Hop, hop. Alors, où est-ce qu'elle est la flèche? Elle est là. Moi, je mettrais plus ça par là, au niveau de la PS1, autour de Gare de Lyon. Voilà, je mettrais ça après. Avenue de Neuilly, boulevard de la Villette. Avenue de Neuilly, c'est pas mal. C'est pas mal, Avenue de Neuilly. Vous en pensez quoi pour la PS1, les collectionneurs PS1? Pour toi, PS1, c'est violet. Ouais, on est d'accord. Violet, c'est pas mal. Hein. Quand tu parles du prix des jeux, tu prends en compte la fourchette majeure où on exclut les trois quarts les 3-4 jeux beaucoup. Oui, on les exclut, les jeux trop chers, parce que dans la globalité, la généralité, t'as pas besoin de ces jeux-là pour avoir une bonne collection et le but en fait là c'est comment dire c'est commencer une collection et évaluer ton pouvoir financier par rapport à ta classe sociale, voilà, tout en s'amusant. Point de départ, la Wii, la PS2, donc on évalue les collections les plus faciles à débuter également, tu vois, c'est un peu ça. Si on parle en termes prestige, je pense ça va être un bordel. Je pense que là, en termes prestige, là, il y aura la Neo Geo, il y aura les autres. Voilà, tous dans le même sac. On parle général là. Sinon on n'y arrivera pas. C'est trop compliqué, je pense. Donc la PS1, les gars, on met avenue de Neuilly au rue Paradis. Voilà. Sarkozy avait une PlayStation à Neuilly. Il y a la case prison pas loin. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, on va faire ça alors. On va mettre donc du côté de. On met Neuilly alors. On la met. Allez, on va la mettre là-bas. Allez, on va mettre ça ici. Sachant qu'après, quand vous êtes placé comme ça sur le Monopoly à différents échelons, vous pouvez spéculer par rapport à la valeur de votre produit pour des biens immobiliers. Pour le bien immobilier étant votre collection complète, hein, si on peut faire une analogie par rapport à votre gaming room ou des conneries comme ça. Mais c'est assez amusant, voilà. Voilà, ça reste ludique hein, comme live, hein, les gars. Vous avez vu, hein. C'est vraiment pour se donner. C'est un peu également pour se donner en fait pour donner une valeur à ce que vous avez chez vous, hein, évaluer en 2025 ce qui vous paraît le plus comment dire le plus crédible. Voilà. Alors PS3 et Xbox 360 ne codent pas beaucoup non plus. Est-ce qu'on pourrait pas mettre la PS3 et la 360 en même temps? Et en effet, t'as tout à fait raison, Yordax. La PS3 et la 360, je pense que carrément, on pourrait la mettre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait la mettre genre Gare Montparnasse ou rue de Courcelles. Après enfin, même avant, hein, avant la PS2, hein. C'est limite la PS2, faudrait la déplacer rue de Courcelles ou après, c'est un peu pareil, hein. Ou boulevard de Belleville. Vous en pensez quoi? En bleu la PS3, mais bleu clair quoi, ouais, un bleu clair. Ouais, parce qu'il y a quand même, il y a certains jeux PS3
comme bah, après c'est toujours pareil, si on prend les exceptions, les exceptions, en effet, c'est beaucoup plus difficile, mais si tu prends la globalité des jeux PS3, il y en a plein qui coûtent pas cher. Ça serait une bonne question de se poser, de savoir si la PS3, il y a des jeux euh, qui coûtent plus cher en globalité, en quantité, en proportion que la PS2 quand tu commences une collection. Et également au niveau de la Xbox 360. Alors, tu dis, Léo, tu as des trucs de fou sur 360, plus que sur PS3 et beaucoup plus rares, surtout en Jap. Des jeux japonais en Xbox 360. Putain, tu m'apprends un truc là. Attends, ou alors t'as inversé. T'as inversé peut-être. Alors, Jack Retro, pour toi, la PS3, c'est la console pour commencer à collectionner. Je mettrais Belleville. Ouais. Moi, je pense que, ouais, je pense qu'on est soit sur Gare Montparnasse, soit Belleville. Là, sur PS3. Et puis, en plus, notoriété. Franchement, niveau notoriété, en plus, si on fait un truc général, genre, voilà, attrait, parce que ça, c'est vraiment, en fait, on va dire, le début des rétro gamers, ça, c'est les, je sais pas en fait. Il y a pas ce fantasme de posséder une PS3. En fait, on collectionne une PS3 aujourd'hui parce qu'on s'emmerde peut-être. On collectionne des jeux PS3 parce qu'on s'emmerde. Il y a pas forcément de vrai... comment dire. On se vante pas de dire j'ai des très très bons jeux PS3 ou tu vois. On se vante plus de dire ouais j'ai des super jeunesses, regarde j'ai des super jeux Neo Geo, mais des se vanter d'avoir une grande collection PS3 et je connais pas les gens qui font ça. Non mais je veux pas être méchant avec eux hein, mais en général bon là voilà à la limite allez PS3 on va mettre la PS3 ici voilà on va mettre la PS3 là. Mais la PS3, je la mettrais avec la 360, moi, pratiquement, hein. Parce que... Ou alors, faudrait inverser avec la Wii. Franchement, après, c'est pareil. C'est le même niveau, quoi. C'est vraiment... C'est le début. C'est-à-dire que vous commencez par là, vous n'avez pas forcément... Regardez, on va tourner la feuille, là. Voilà, bah on a fait comme vous avez dit, hein, c'est à peu près les avis que vous avez eus autour de la PS3. Alors la 360, vous la mettriez au même niveau que la PS3 dans les échelons facilité de début de collection. C'est vrai que quand vous allez dans les boutiques, les caches et tout ça, les jeux PS3 sont même pas protégés au niveau, ils sont pas sous vitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dans un cache converteur, vous allez également dans un Micromania, vous allez dans... C'est quoi les autres magasins? Un République, les jeux sont dehors sous la pluie. Les gérants de magasins, ils en ont rien à faire de se faire voler des jeux ou des boîtes. Vous allez chez Full Set, c'est dans la rue dehors. Et chez Trader, c'est comme des bacs en fait dans une brocante. C'est pas sous vitrine. Donc on est d'accord que la Wii et la PS3, c'est pas en effet difficile de se procurer ces jeux-là au niveau financier quand tu commences, mis à part quelques exceptions. Mais en fait, tu peux commencer facilement et également ça vaut pas énormément au niveau valeur. Tu as des jeux oui chez toi, il y a des jeux qui valent 10 balles, 5 balles comme sur PS3, ça vaut que dalle. Ta collection, elle est pas extrêmement onéreuse, on va dire, voilà. Voilà. Alors, il y a peu de gens qui collectionnent la PS3, t'as l'impression. Ouais, les gens qui achètent une 360 en occasion aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour les jeux Jap introuvables. Bah, ils sont tellement introuvables que je sais même pas où ils sont, hein. Je sais même pas. J'ai jamais vu de jeu Jap Xbox 360, moi. Je te promets, hein. Je m'y suis jamais intéressé à ça après.
Master System, il y a plein de jeux à 15-30 € et PS1 aussi. Ouais, en effet, ouais. Alors là, on n'a pas placé donc la Master System. On la mettrait où les gars, la Master System? Pour moi, la NES c'est supérieur. Hein. La NES au niveau valeur qu'il faut investir pour avoir des jeux loose ou complets. Et les jeux que vous avez chez vous également, ça a énormément de valeur par rapport à une Master System, ça on est d'accord. La NES est supérieure à la Master System niveau collection. Alors, la fraise au bois dormant, salut à toi, tu dis, par contre, PS2 et PS3, il y a match, beaucoup de jeux ne valent rien. Ouais, c'est le dilemme hein, qu'on a au placement des rues, mais au final, vous voyez, on n'est pas si loin, je pense, au niveau proximité de la classe sociale qui se procure ces jeux-là. Donc la Master System, les gars, la Master System, on la mettrait en milieu de tableau. Par exemple, à Pigalle. Est-ce qu'on la mettra à Pigalle, la Master System? Ça peut être marrant, mais c'est en même temps c'est dénigrer, mépriser le système. Est-ce que la Master System c'est supérieur à la PS1 ou finalement ça serait pas en fait dans les mêmes rues que la PS1, la Master System? Parce qu'il y a quelques jeux comme R-Type ou d'autres qui commencent à atteindre les 30 balles facile. Ça serait supérieur à la PS1 niveau valeur. Une collection Master System, c'est supérieur à une collection de PS1, les gars, aujourd'hui. Cyril 2.0, il va faire la gueule. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez quoi. Si aujourd'hui tu vas voir Cyril 2.0, tu lui dis, j'ai un full set Master System, est-ce qu'il va t'envier ou est-ce qu'il va te dire, ah t'es un rigolo, moi j'ai un full set PS1, c'est largement mieux. Et j'ai ça. Après, c'est pas la même quantité de jeux, mais en proportion, en budget, ce que t'as pu investir pour avoir l'équivalent en jeu, est-ce que c'est compliqué, hein? Est-ce que tu peux te vanter d'avoir une plus grosse collection PS1 que par rapport à un mec qui a une collection Master System? Et quelle personne en fait vous respecteriez le plus? Si on peut dire. Ça vaut cher maintenant la Master System. Tandis que la PS1, tu penses que ça. La plupart des jeux, c'est pas forcément. Est-ce qu'il y aurait une console qui s'associerait à un collectionneur pas forcément écolo, mais voyez ce que je veux dire, qui ferait de la récup? Je pense que dans la Wii, on est plus dans la collection brocante récup, en effet, aux encombrants. Mais dans la PS1, la Master System, faut quand même sortir son billet pour avoir le jeu, quoi. On est dans la classe sociale écolo pour la Wii et puis le. Alors, carrément, la Master System, c'est le bas de gamme des meilleures consoles rétro. C'est pas, soit c'est le bas de gamme des meilleures consoles rétro. Ah, qu'il y a quand même pire, hein, non? Tu crois pas? Je pense qu'il y a pire, hein, la GX 4000, c'est violent quand même. Hein. Alors, Sauce Kratos, salut à toi. L'émulation PS3 et 360 est pas encore au top d'un point de vue accessibilité des jeux. Je trouve plus pertinent de les collectionner plutôt que de mettre des milieux. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a des très bons jeux PS3. Ouais, il y a des très bons jeux PS3 et pour moi, ça vaut le coup aujourd'hui de payer 5 ou 10 balles pour acheter un jeu PS3 plutôt que d'y jouer en émulateur ou de collectionner des consoles qui coûtent très très cher auxquelles tu joueras pas. Donc on va mettre la Master System à côté de la PS1. Ça vous va comme ça? Allez, on fait comme ça. Hein. Allez, on va faire comme ça. Allez, Master System. N'en déplaise aux fans de Sega. Je pense qu'en globalité, mis à part les Street of Rage 2 et tout ça, voilà, même Eternal Darkness, là. Oh non, comment il s'appelle? Master of Darkness. Tous ces jeux qui ont pris une certaine cote, la plupart des jeux Master System, tu peux te les choper tranquille aujourd'hui. Je pense. Il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de difficultés, on va dire. Hein. Alors, je vais vous mettre en direct
l'évolution du truc. Bah, après, c'est vrai que l'intérêt, c'est de discuter finalement, parce qu'une fois qu'on aura fait le tableau, bah, on aura positionné des collections, des gens que vous connaissez également pourront évaluer ce qu'ils ont chez eux, etc. Mais c'est vrai que globalement, la Wii et la PS2, je pense qu'on se soit pas trompé. Euh, voilà, on va mettre MS. Comme c'est un peu trop grand à écrire, Master System, on va faire comme ça. Voilà. On va mettre MS. Voilà, on la met là, les gars. À côté de la PS1. Ça vous va, à côté de la PS1? Je pense que c'est à peu près le même niveau, même si, bien sûr, sur PS1, il y a beaucoup plus de jeux, mais moi, j'aurais toujours ce dilemme, comme les gens disent, entre les jeux japonais sur PS1 et les jeux, en effet, PAL et américains. C'est extrêmement difficile, en fait, de dire que aujourd'hui, et d'être catégorique, de dire qu'une collection PS1, ben c'est facile de se procurer en fait des jeux en quantité et de commencer une collection par là. Je pense que c'est du milieu de gamme en effet. Et c'est un peu ça parce que même si, voilà, vous avez vu, départ de collection, PS3, oui, après la PS2, ok. En milieu de gamme, voilà, on arrive sur de la PS1 et de la Master System où là tu peux commencer en fait à prendre des jeux vraiment intéressants et un peu chers par moment, entre 20 balles et 40 balles en moyenne, voilà. Et il faut avoir un petit pouvoir financier, on va dire, hein, en 2025. Hein. C'est le Monopoly de 2025, hein, c'est un peu ça. On va faire, si vous voulez, on fait la GX 4000. La Frank Kaufman, tu veux faire l'Atari 2600? Bah vas-y, l'Atari 2600 à la limite. C'est vrai on la met pas, parce que le problème de l'Atari 2600, c'est que ça intéresse personne au niveau du rétro gaming aujourd'hui. C'est une console qui n'existe pas dans la vente, la demande. Dans la demande des boutiques parisiennes comme la Lynx, c'est des consoles qui ne sont pas proposées en quantité dans les magasins parisiens, même les exposants, les conventions. Si un jour vous avez l'occasion à aller discuter avec les gens en full set qui vous diront on n'a pas de clients pour vendre de la Lynx. On n'a pas de clients pour vendre de l'Atari 2600. Il y a personne qui s'intéresse à ces consoles-là. Donc, à la limite, les placer, pourquoi pas, mais tu les placerais où alors? Parce que vu qu'il n'y a pas forcément de statistiques de vente, il y a des jeux sur Paris qui sont restés pendant 10 ans dans la vitrine, personne ne les a achetés. Voilà. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est comme placer aujourd'hui un Atari ST. L'Atari ST et les jeux aujourd'hui dans la... Bah oui, ça a une grande valeur, mais ça n'intéresse pas forcément. Il n'y a pas de clientèle aujourd'hui au niveau de l'achat du jeu physique en boîte dans le monde du rétro gaming aujourd'hui. Ouais, là c'est un peu pour parler de l'actualité, voilà. Ouais, bonne soirée à toi, Nico34, pas de souci, ouais. Le problème, Sébastien, tu dis avec les vieilles consoles, c'est que sur écran moderne, ça rend pas assez bien. Il faut une TV cathodique. Et peu de gens en ont récupéré, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Alors, Colonel Harry, la Master System est moins bon marché qu'on ne le pense. Moi, j'ai vu des prix exorbitants du côté de Paris. Et quand tu vas, en fait, du côté des particuliers, en effet, c'est pas ces prix-là. Un peu comme la PS1, hein. La PS1, il y a plein de jeux à 10 balles que tu peux trouver en convention, en brocante, en particulier. Et quand tu vas à Paris, le même jeu, il est à 30 balles. Tu sais pas pourquoi. Tu sais, voilà. Bah écoutez, si vous voulez, on place la GX 4000. Si ça, parce que il commence à avoir une petite clientèle curieuse autour de la GX 4000, autour du rétro gaming, et c'est peut-être intéressant d'évaluer en fait aujourd'hui un collectionneur GX 4000. Où se situerait en fait dans la classe sociale, pouvoir financier, on va dire, le collectionneur GX 4000. Alors, je parle pas du collectionneur qui n'a que la console avec une clé USB ou un adaptateur pour mettre des ROM.
Voilà, je parlerais plus en fait du collectionneur qui a, on va dire, comme la Jaguar. Le gars qui a une collection Jaguar aujourd'hui, comme GX4000, une trentaine, une quarantaine de jeux officiels, où on les placerait ces gens-là? Est-ce qu'on peut placer les collectionneurs Jaguar au même niveau que les collectionneurs GX4000 aujourd'hui dans la hiérarchie de... Voilà, salut Panic Room, moi. Bah, je t'avoue, le sujet, il est assez intéressant pour évaluer en fait le pouvoir financier des collections et des collectionneurs. Mais ça, je fais un truc vraiment généraliste, hein. Là, je m'attache pas à préciser, voilà, parce que ça serait vraiment compliqué et trop long, je pense, à faire. Parce qu'il faudrait répertorier des thèmes et des secteurs. Mais là, ça serait intéressant de le faire aussi également. Mais alors, on peut faire ça. Le collectionneur Jaguar, où est-ce que vous le mettriez? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui un mec qui a 40 jeux ou 45 jeux Jaguar en 2025, sa collection vaut plus aux yeux des autres ou d'un point de vue global général? Est-ce que également pour acquérir des jeux en 2025, au niveau de la Jaguar, c'est plus il faut mettre beaucoup plus d'argent qu'une personne en quantité pour avoir autant de jeux sur une PS1 Master. Ça c'est compliqué parce que il y a pas assez de jeux, c'est ça le problème. Il y a pas assez de jeux, il y a pas assez de clients également, il y a pas assez de collectionneurs Jaguar. C'est très difficile à évaluer. C'est pour ça que moi je mettrais Jaguar et GX4000 en fait dans une zone parallèle d'une dimension, la quatrième dimension quoi. C'est de la niche de niche. C'est des gens qui se sont perdus en fait quelque part dans un système que personne ne demande et personne ne veut en fait. Il y a très peu de magasins qui ont des jeux Jaguar aujourd'hui en vitrine et à la vente. C'est extrêmement difficile. La GX4000 c'est Saint-Michel pour toi, Jaguar c'est Pigalle. Ça me fait rire à chaque fois. Jaguar c'est la gare, bon pour le départ. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est une Jaguar, c'est une console de niche. Bah tu viens de dire ce que je dis en plus, tu vois. Je pense qu'on se rejoint sur ça. Je pense qu'il faudrait même pas placer en fait, vous savez, ce soir ces consoles-là dans un secteur parce que ça appartient à des personnes particulières qui ont acquis ces systèmes-là. Et ce sont des personnes qui ne font pas de collection. Parce qu'au final, tu as une Jaguar aujourd'hui. Tu as quoi? Tu as des homebrew, tu as des faux jeux, tu as des CD également qui sont gravés pour la Jaguar CD. Et sur la GX 4000, mis à part deux jeux là, Burning Rubber et Pikachu, je sais pas quoi là. Enfin, j'exagère, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. La GX 4000, personne n'a de jeu. Les Bubble et les trucs comme ça, allez les chercher, hein, mais les gens en fait ne vont pas mettre 300 ou 500 euros pour acheter une cartouche GX 4000 et jouer à Batman the Movie, non, ils vont acheter l'espèce d'Everdrive là que tu branches derrière la console là et puis sur la cartouche là, et puis c'est parti. Personne ne collectionne en fait à proprement dit ces consoles là, il y a beaucoup de piratage. Les gens ont la console, mais ça s'arrête en fait. Panic Room, t'aurais pensé quel serait le milieu des collectionneurs s'il n'y avait pas de spéculation et de prix qui explosent peut-être. Voilà, c'est trop compliqué. Ouais. C'est un autre plateau Monopoly, ouais, je pense que c'est la quatrième dimension, ouais, c'est des gens qui n'ont pas les jeux en fait, ils n'ont pas les vrais jeux. Ils ont beaucoup de copies, beaucoup de gravés, beaucoup d'Everdrive, c'est pas je pense que ça sert à rien en fait de placer ces consoles là, ouais. Ouais. Allez, la N64, allez, vas-y, allez, la Nintendo 64. Alors, Nintendo 64, franchement, si on parle même déjà jeu loose et jeu complet, je pense qu'on est déjà au-dessus de la Master System et de la PS1 pour d'un point de vue financier pour récupérer des jeux en boîte. Parce que là, si on parle jeux en boîte également PS1, parce que les jeux PS1 n'existent pas en loose, hein, c'est un CD comme ça, tu vas pas acheter un CD dans la nature, bien sûr. Master System, quel est l'intérêt d'acheter un jeu en loose? Et zéro.
La boîte coûte 15 balles, pourquoi tu vas prendre un jeu en loose à 5 balles? Ça sert à rien. Donc, la N64, si on parle de jeux en boîte, voire un peu de loose, mais là, financièrement, ça devient très chaud, hein. Ça commence à devenir chaud, hein. Ouais, c'est minimum orange, ouais. C'est déjà, on se rapproche en fait des beaux quartiers. Un mec qui a une collection Nintendo 64 chez lui, avec des boîtes et des notices en plus, version PAL ou même japonais, hein. Japonais, où t'as des jeux à 30 balles, 35 balles, des prix corrects, hein. Des Star Wars Racer, des Zelda, des Castlevania, des F-Zero, tout ça là. Enfin, ça reste vraiment. Ça commence à devenir intéressant au niveau des prix là, hein. Il faut commencer à investir pas mal, hein. En proportion par rapport à une collection de Master System ou PS1, je pense qu'avec moins de jeux Nintendo 64, tu atteins la même valeur parfois chez toi qu'une bonne collection de jeux PS1 qui valent 5 balles ou 10 balles qui valent que dalle. Même en boîte. Je pense qu'on est en effet du côté des rues orangeâtres là. Du côté du boulevard Saint-Michel ou Pigalle. Voilà. Alors la collection Nintendo 64, les gars, on la place. Vous me dites hein, si vous êtes d'accord, mais moi je pense qu'on la place au niveau du côté de. On va pas mettre place Pigalle parce que ça fait vraiment, ça fait comment dire, ça dégrade le produit, je pense. Mais on peut la placer en effet juste en fait parce que après on va placer la PC Engine les gars. Et la PC Engine en fait ça devient très très chaud là. Parce que là il commence à avoir on n'a pas mis Mega Drive et Super NES, on va on peut faire maintenant si vous voulez. Mega Drive et Super NES. Et je pense que la Super Nintendo a largement plus de valeur pour la même quantité de jeux au niveau collection, au niveau de tarifaire, par rapport à ce que vous allez devoir investir. Les boîtes Super Nintendo, les gars, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Et là, mais de toute façon, au final, les secteurs rouges et jaunes vont être remplis, je pense, par la Mega Drive et la Super NES. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut mettre la Mega Drive du côté de... euh, pourquoi pas juste en dessous, entre la N64 et la Master System, ou juste après le parc gratuit, dans le quartier rouge, là. Ah mais on n'a pas tout fait encore Léo, t'inquiète, on n'a pas tout fait. Mais j'ai l'impression qu'il y aura pas assez de cases pour mettre toutes les consoles. Après on peut les mettre au même endroit, hein, mais en général les gens qui font les consoles obscures c'est pour la préservation du patrimoine ou des gens qui ont vraiment connu là. Ouais. C'est pour ça que même la Lynx, tout ça, voilà. Alors j'ai pas fait les consoles portables, hein. Mais pour vous, une personne qui a une grande collection de PC Engine, c'est une personne aujourd'hui, au niveau de la valeur du produit, vaut plus ou moins que celui qui a une collection Mega Drive, par exemple. Alors bien sûr, c'est subjectif, hein, c'est toujours pareil, on parle en globalité, en généralité, voilà, c'est pas forcément précis, c'est pour ça que peut-être que ça va pas être pertinent pour les gens qui sont très pointilleux, ce que je fais ce soir. Mais voilà, c'est dans l'imaginaire collectif, ce que représente une collection pour certains, et puis l'argent que ça peut véhiculer derrière pour d'autres. Voilà. Moi, je pense que la collection Mega Drive, on peut la placer boulevard Malesherbes ou avenue Henri Martin, là, en rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que la Super NES, ça va être au-dessus. La PC Engine, ça va être au-dessus. Dans la hiérarchie hein, des collections qu'on en a aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément... Parce que vous pouvez très bien avoir chez vous des jeux très très rares, une vingtaine, une trentaine, mais en globalité, quand tu commences une collection ou que tu veux avoir le plus de jeux possible en quantité,
t'es pas obligé d'acheter à chaque fois les jeux les plus chers. C'est un peu ça l'idée. Donc tu peux te faire aujourd'hui également une bonne collection sans forcément passer par les jeux les plus chers dès le départ. Donc moi je placerai la Mega Drive là-haut, les gars. D'ailleurs, je vais l'afficher en... Je la mettrai là parce que la Mega Drive, que ça soit en PAL ou en japonais ou en US, ben vous avez l'occasion de vous prendre des jeux qui sont pas excessivement chers. Voilà. Mais, mais attention, ça devient très cher très très vite. Et aujourd'hui, une personne qui a, on va dire, une collection de Mega Drive avec plus de 300 ou 400 jeux ou 500 jeux, ou 800 jeux, attention, ça vaut beaucoup d'argent aux yeux des autres collectionneurs. Et aujourd'hui également, c'est difficile de se procurer certains jeux japonais, certains jeux PAL. Alors, c'est vrai qu'entre la N64, où des jeux coûtent très très cher en boîte, et la Mega Drive, qui finalement pourrait être au même niveau, le problème, c'est que sur la Nintendo 64, les jeux japonais ne valent rien. Alors qu'aux États-Unis et au Japon et en Europe pour la Mega Drive, dès qu'on atteint le début de milieu de gamme, ça devient très très cher. Il y a des jeux qui sont à 100 € tout de suite. Alors qu'au Japon, les jeux Nintendo 64, il y en a beaucoup qui valent 20 balles, 30 balles, 40 balles. Même certains Zelda, quoi. Ils valent vraiment pas grand chose. Mais encore une fois, voilà, c'est plus, voilà, c'est un moyen ludique d'évaluer le marché aujourd'hui au niveau des collections, quoi. Alors, Matignon carrément, tu mettrais, ouais, Matignon ou Malzerbe, ouais. On peut mettre Matignon si c'est un peu moins de valeur, en effet, parce que ça se rapproche de la N64, ouais. Je suis d'accord, ouais, on est juste après le parc gratuit. Je vois un peu ça comme ça, ouais. On va faire la NES. On fait la NES, les gars. La NES, est-ce qu'au final, la NES, on la mettrait pas du côté également de... Soit de la N64, Place Pigalle ou Boulevard Malzerbe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la NES, pour moi, et pour pas mal de gens, hein, et est-ce que les gens aujourd'hui sur NES n'ont pas finalement des collections plus de jeux en loose que de jeux en boîte? Sachant que le carton a très très mal vieilli, a été détruit, je suis pas certain qu'en globalité, en généralité aujourd'hui, en 2025, des gens aient des grandes collections de jeux complets sur la NES. C'est la question que je me pose d'un point de vue réalisme en fait. Je pense que sur Nintendo 64, il y a des gens qui ont beaucoup plus de jeux en boîte complet que de gens qui ont des jeux NES en quantité complet en boîte. Vu la détérioration de ces jeux-là sortis en 87, 86, 88. La N64, c'est une console de 97 pour certains. Donc quand même, vous voyez, il y a 10 ans d'écart au niveau des jeux, de la conservation des boîtes. C'est ça le problème en fait. Donc d'un point de vue réaliste, en fait, je suis pas certain qu'aujourd'hui beaucoup de gens possèdent des jeux NES et une collection qui coûte très très cher aujourd'hui. Ils ont beaucoup plus de jeux loose. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, la phrase au bois dormant, tu penses que c'est mieux de parler que des collections boîtes, sinon on s'en sort pas? Ouais. Bah moi, je faisais juste le comparatif actuel sur la NES, où je pense il y a très peu de gens qui ont des collections aujourd'hui en boîte autour de la NES. C'est ça, c'est l'idée que je donne en fait en 2025. Mais si en effet on part dans un délire que quelqu'un aujourd'hui a une grosse collection NES complète de jeux en boîte, en effet, pour moi, il est supérieur au niveau pouvoir financier si il devait récupérer ses jeux aujourd'hui
Et en effet, s'ils voulaient les revendre, ce seraient des jeux en effet qui coûteraient extrêmement cher. La plupart. Rien que certains jeux du début de gamme de la NES coûtent très très cher. Même des jeux de moyenne gamme, voilà. Donc, c'est là le problème après. Alors, tu dis, Léo, tu as une collection de grande valeur, donc jaune, je pense plutôt pour la. Ah oui, carrément, pour la NES. Ouais, 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 il y a des très bons jeux en plus. Oui, si on parle globalité également, fantasme autour de la console, qualité des jeux, tout ça, sur NES, il y a des très bons jeux, ouais. Alors que sur Mega Drive, il y a un peu plus de daube. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et sur Nintendo 64, il y a encore plus de daube. Ouais. C'est vrai que, c'est vrai que si on part dans tous ces paramètres, etc. Ouais. Bah, de toute façon, c'est vous qui décidez également, hein. Je pense que la NES, on peut le mettre Faubourg Saint-Honoré. Si on veut être réaliste par rapport à ce que si on a des choses en bon état chez soi, avec des boîtes, et qu'on a une centaine ou 300 jeux chez soi, en effet, je pense on est très bien placé pour avoir une collection qui vaut beaucoup d'argent déjà. Parce qu'il y a très peu de gens, il y a très peu de gens en 2025 qui ont ce genre de collection. C'est vrai que c'est pas forcément une question de quantité de collectionneurs aujourd'hui qui ont ces consoles. C'est plus en fait si tu avais en 2025 ces collections, en effet, bah ça vaudrait beaucoup d'argent. Là, on part sur une quantité d'une cinquantaine à une centaine de jeux. On part pas sur voilà des gens qui ont des collections de full set ou tout ça, hein. Mais c'est vrai que la NES, au niveau, ça pique, hein, au niveau des prix, boîte, ça pique, hein. Après, le loose, c'est une autre histoire. Mais en effet, c'est pertinent ce que tu dis, la fraise au bois dormant. Si on part sur du loose, toutes les consoles sont plus ou moins accessibles au niveau pouvoir financier, hein. Voilà, les Faubourg Saint-Honoré, ça a de la classe, ça a de la gueule. Parce que la NES, voilà, c'est une console très très ancienne. Et en quantité de jeux, rien que certains jeux comme Little Samson ou d'autres, voilà, vous savez, tout ce qu'il y a autour, il y a énormément de titres qui sont recherchés et qui n'existent plus, qui restent chez des collectionneurs qui ne sont même plus sur le marché. Faut passer par des particuliers, des ventes privées, des gens qui revendent des collections entières pour récupérer un titre que vous cherchiez. Alors que la Mega Drive, c'est quand même, c'est facile de trouver pas mal de jeux, c'est très facile. Les jeux très très chers, bah en effet, ils sont un peu plus rares, mais la globalité, allez, les 4 cinquièmes de la collection Mega Drive, vous pouvez la trouver facilement aujourd'hui entre particuliers, dans les boutiques, les caches et tout ça. C'est assez facile. Il y a pas de difficulté forcément, et beaucoup de jeux sont accessibles en effet. C'est là après où sur Mega Drive, bon, si tu as des jeux complets en boîte, certains japonais et PAL, ça commence à piquer plus que la N64, ouais. Ouais. Alors, Cédric Vidal, la Mega Drive aussi, ouais. Bah, je les ai presque mis au même niveau. Mais tu vois, là, on va avoir un dilemme avec la Super Nintendo. Et la Super Nintendo, moi, je la placerais devant, en fait, au niveau de l'état boîte complet, entre la Mega Drive et la NES, en fait, au niveau valorisation. Mais le problème qu'il y a sur Super NES, et je pense que vous êtes d'accord, c'est que les jeux japonais, la plupart, bah, ne valent rien en fait, ou sont accessibles assez facilement. Après, quand on veut chercher, bien sûr, vous allez me dire Agane, Wild Guns et tous ces jeux-là, les Tortues Ninja, Turtle in Time ou d'autres jeux, oui, ça commence à coûter cher. Même parce que même Contra Spirit, les gars, au Japon, c'est pas la folie, hein. Vous pouvez le trouver facilement, il est pas cher, hein. Une soixantaine d'euros, vous l'avez, hein, le Contra Spirit, hein. Il y a d'autres jeux comme ça.
Il y a beaucoup de jeux Super Famicom qui sont largement accessibles encore aujourd'hui, mis à part certains, mais la plupart des jeux Super Famicom, il y a 1450 jeux, je pense qu'on peut partir sur 1200 jeux, 1300 jeux que vous pouvez avoir les doigts dans le nez, largement en dessous d'une centaine d'euros. Mais attention, après, le problème qu'il y a, c'est que la collection PAL Super Nintendo, oui, là, en effet, au niveau valeur, un mec qui aujourd'hui a 800 ou 700 jeux en boîte complet Super Nintendo, je pense qu'il explose au niveau valorisation les collectionneurs Mega Drive, déjà. C'est tout le problème. Mais en globalité, par contre, la Super Famicom au Japon bah, dégrade en fait la valeur des collections, quoi. Moi, je peux avoir 300 jeux Super Famicom en boîte, ça aura toujours moins de valeur en fait qu'un mec qui a une collection Mega Drive complet ou NES. C'est ça le problème. Je sais pas en fait comment on pourrait voilà décider que la Super Nintendo soit alors bien sûr ça serait pas un scandale de la mettre au-dessus de la NES au niveau valeur collection parce que encore une fois je vous dis c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un collectionneur qui aurait des jeux complets NES en boîte en grande quantité. Alors qu'il y a plus de collectionneurs, je pense, Super Nintendo PAL complet en boîte aujourd'hui que de collectionneurs NES. Je pense, hein. Mais bon, peut-être que c'est pas la réalité. C'est peut-être pas la réalité aux États-Unis ou la réalité en Allemagne voilà, il y a certains pays où c'est peut-être différent. J'essaye de parler en globalité, quoi. Après, voilà. Après, si on se met par rapport aux classes sociales, euh, où on a évalué les consoles précédentes, je pense que Super Nintendo, tu peux la placer dans le jaune ou le vert. Voilà. Si on part dans la boîte complète, voilà. Moi, je placerais ça à place de la Bourse ou avenue Henri Martin. Vous en pensez quoi? Ouais, en plus c'est ça, les classiques Super Nintendo, ils codent pas énormément, hein. Il y en a beaucoup, hein. Même Batman Returns au Japon, il est pas très cher, hein. Ouais. Ouais, Henri Martin, voire Malzerbe. Alors Super Nintendo, vas-y, on se décide sur ça. Sinon après on fera on n'arrivera pas à terminer l'émission. Alors les gens qui regarderont le replay se diront mais pourquoi il évalue ça comme ça et parce que moi j'ai ci, moi j'ai ça. On essaye en globalité en fait hein, d'imaginer en fait la renommée d'une collection que vous auriez chez vous aujourd'hui en quantité, en qualité, sans forcément répertorier les genres, c'est-à-dire le PAL, le japonais et puis enfin le PAL. Je m'entends l'européen entre guillemets et l'américain, sachant que la valeur des jeux également Super Nintendo aux USA, c'est assez énorme, c'est assez énorme. Mais c'est vrai que si quelqu'un aujourd'hui a une collection NES avec beaucoup de jeux en boîte complet, des jeux en plus recherchés, autant que celui qui a 400 jeux Super NES, je pense que 400 jeux NES aujourd'hui complets en boîte ont plus de valeur que 400 jeux Super Nintendo en boîte. Et il faut beaucoup plus d'argent pour acquérir ces jeux NES que ces jeux Super Nintendo. Mais après, tout est relatif. En effet, si vous avez déjà... imaginons que le gars, il prenne que des jeux déjà très très chers. Oui. Mais bon, encore une fois, très peu de gens ont ces jeux très très chers. Très très peu de gens. Voilà. Bah après, voilà, par rapport aux classes sociales qui se procurent ces produits-là, regardez, je pense que la Mega Drive, on est dans le vrai. Moi, alors peut-être que oui, peut-être que la Super NES, faudrait peut-être la monter. Mais j'ai le problème avec la Super Famicom qui downgrade en fait la valeur des jeux quoi. En PAL FAH, c'est monstrueux ce qui se passe en effet en France.
Mais le FH n'intéresse personne au Japon, ni en Allemagne, ni aux États-Unis. Le FH, ça n'existe pas là-bas. Donc, dans ce microcosme français, le FH serait supérieur, en effet, à certains produits. Mais mondialement, le FH a beaucoup moins de valeur. Voilà. Enfin, c'est compliqué après tout ça, bien sûr, hein. Je me suis embarqué dans un truc, les gars, là. Alors tu dis Colonel Harry, ça c'est intéressant, les Américains collectionnent rarement en boîte, il y a que nous qui faisons ça. Ouais. Bah j'ai pas fait les consoles portables, la fraise au bois dormant, sinon c'est trop long après, tu vois. Déjà, tu vois, regarde, on a fait 1 heure et demie déjà sur ça. Alors, Léo, tu dis, est-ce que aujourd'hui les gens préfèrent jouer à des jeux Super NES ou NES vis-à-vis de la qualité de la ludothèque? Laquelle est la plus collectionnée? Aujourd'hui, en 2025, je pense que la ludothèque la plus collectionnée, vous me direz, hein, mais je pense que c'est la Super Nintendo. Parce que c'est plus d'actualité par rapport aux brocantes, aux youtubeurs, aux réseaux sociaux, etc. La NES, c'est une autre génération. C'est des gens qui sont déjà plus âgés. Et parfois, ce sont des gens qui bah là, n'ont pas gardé les boîtes, comme on disait. C'est tout le problème de la collection NES. Mais on imagine que si quelqu'un avait cette collection NES complète, bah oui, ça vaudrait plus. Parce que aujourd'hui, c'est rare, en effet. Voilà. C'est tout le problème. Voilà. Il y a beaucoup moins d'écart entre Jap et PAL sur Mega Drive que sur Super NES. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, ouais. Ouais. Ça se joue à 10 € près parfois entre le Jap et le... Alors, sauf Vampire Killer ou des jeux comme ça, oui. Même si... Même si en effet... tu peux faire le rapprochement parfois entre, tu sais, Turtle Hyperstone en PAL et en américain, qui sont pas forcément différents au niveau de la valeur parfois sur certains autres jeux. Mais je dis des choses bêtes, mais regarde Sonic 2, tu le prends dans différents continents, il a à peu près la même valeur. Tu prends Art of Fighting, c'est pareil. Fatal Fury, c'est pareil. GOTS, il y a Jurassic Park, Prince of Persia, il y a tous les jeux Mickey, Aladdin, tu le prends aux États-Unis, en Europe, c'est à peu près pareil, tu vois. Tu prends Ghouls and Ghosts en version US, il est autour de 45-50 $, voire 35 $ parfois, et tu le prends en Europe, bah oui, c'est un peu plus cher parfois. Mais bon, il y a beaucoup de jeux, en effet, il y a moins de différence entre le PAL et d'autres régions sur la Mega Drive. Il y a beaucoup de jeux de même valeur dans différents continents, dont les jeux Electronic Arts qui sont sortis en fait avec la même cartouche dans le monde entier, tous les NHL, les Maiden, tout ça, beaucoup de jeux. Après, si tu prends du Alizia Dragoon, Sunset Rider, tout ça, tu vas avoir des variations de prix parfois en effet. Après les jeux exclusifs, hein, comme Veritex, etc., voilà, ça commence à piquer, bien sûr. Euh, mais c'est intéressant de voir que sur Mega Drive, tu as raison, la différence de prix entre certains continents sur une majorité de jeux n'est pas aussi grande que sur Super Famicom et le FAH Super Nintendo. Ça, c'est clair, ouais. Ouais, ça code de fou en complet, ouais, 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 ouais. Donc, allez. La Dreamcast, on peut mettre la Dreamcast, et pour moi, la Dreamcast, les gars, on va retomber au bas du classement, là, si on note la Dreamcast. Parce que la Dreamcast, il y a des jeux neufs, scellés, jamais ouverts. Des jeux jamais ouverts, hein. Je sais pas si on imagine, à 30 € encore sur République. Il y en a beaucoup, hein. Et il y a des Soul Calibur, il y a des Virtua Striker 2, il y a du Chuchu Rocket, il y a du Quake, il y a du... alors Sonic Adventure, il est plus trop blisté maintenant, mais il y a beaucoup beaucoup de jeux hein, qui sont sur Dreamcast, que vous pouvez trouver scellés, jamais ouverts, les Tomb Raider. Tomb Raider, le Chronicle, c'est je sais plus quoi là. Enfin, c'est affolant, la Dreamcast, on est...
On est dans la caisse de communauté, hein, je sais pas, mais la caisse de communauté, c'est vraiment classe populaire, hein, je sais pas, c'est la Dreamcast. Bon, ou alors peut-être que j'exagère, hein, peut-être c'est Gare Montparnasse, hein, mais c'est entre deux classes sociales, hein, les brocanteurs et puis les gens qui ont un peu d'achat, qui ont un peu de pouvoir d'achat. La Dreamcast, c'est violet, tu dirais, boulevard de la Villette, un truc comme ça. Après la PS2, je pense que sur PS2, la PS2 on l'a peut-être sous-estimée en fait. La PS2 faudrait la mettre juste avant la prison et mettre la Dreamcast à la place de la PS2. Faut pas ouvrir les jeux Dreamcast, les boîtes se cassent toutes seules. Faut les laisser sous blister. T'imagines que la Dreamcast, il y a des jeux blistés encore aujourd'hui qui se vendent à la République à 35 €, des jeux sortis en 99. C'est-à-dire que des gens qui ont voulu spéculer sur de la Dreamcast en les collectionnant dès années 2003 ont perdu de l'argent. Est-ce que ça existe, ça? Ça existe des collectionneurs en 2003 qui ont perdu de l'argent sur des produits qu'ils ont achetés et qui n'ont jamais ouvert, qui sont toujours sous blister? Ça existe ou pas? Et citez-moi une autre console où ça existe. À part la PS2 et la Wii. Je pense que là, vraiment... c'est pour ça que parfois je me dis que la PS3, on l'a peut-être sous-estimée avec la PS2. Je pense que la Wii et la Dreamcast, il y a des moments, c'est chaud quand même, hein. On parle pas de Resident Evil 2, hein, on parle pas des jeux rares, hein. Je vous parlais, les gars, de Ferrari 355, là, je sais pas quoi, Daytona, tout ça, c'est des jeux à 30 balles, hein. Parfois qui sont fermés, hein, ils sont jamais ouverts, hein. C'est violent, hein. Tu mettras en Mozart, j'aimerais trop la Dreamcast. Dreamcast, c'est casse départ. Si tu prends les gros titres, c'est zéro niveau valeur. Mais tu prends la Dreamcast pour les gros titres uniquement, un peu comme la... vous savez, moi la Dreamcast, actuellement, j'achète des... Enfin, actuellement, c'est un grand mot, c'était il y a 3 mois. J'avais acheté beaucoup de jeux japonais pour entre 5 et 10 balles complets en boîte. Alors je vous parle pas des King of Fighter 99 Evolution ou des trucs comme ça. Je vous parle, les gars, de tout ce qui est Air Force Delta. Il y a quoi d'autre là, les D2 là. C'était quoi là? Alors les coffrets Shenmue 1 et Shenmue 2 en japonais sur Dreamcast. Et en effet, ils sont à 30 $ ou 25 $. Mais c'est la même gamme de prix. C'est le japonais sur Dreamcast, ça vaut que dalle. Ah, vas-y, allez, casse départ. Allez. Vas-y, la Dreamcast, ça va pas nous faire chier. Je pense que même même la PS3, elle est... Non, mais là, c'est affolant. Vous avez acheté des jeux neufs, blistés, en 99 ou 2001, ils ont perdu de l'argent en 2025, ces jeux-là. Ah ouais. Le mec, il achète des daubes aussi, bah ouais. Non, mais la Dreamcast, c'est affolant, hein, le prix des jeux, hein. Même en japonais, ça vaut rien, hein. Ça vaut que dalle, hein. On parle pas des exceptions, hein, mais vous pouvez vous faire... Aujourd'hui, imaginons, vous avez 80 jeux Dreamcast aujourd'hui. Vous avez 80 jeux Dreamcast. Ça vaut quoi, en fait, par rapport à certains jeux PS3 ou certains jeux Wii? Il y a des jeux Wii qui valent beaucoup plus que vos jeux Dreamcast aujourd'hui. Mais bon, après on chipote. Allez, vas-y, caisse de communauté, la Dreamcast. Vas-y, c'est parti. C'est... Ça y est... Parce que même la Saturn, elle est mieux cotée. Là, je vous parle pas en qualité de gameplay. Soul Calibur, aujourd'hui, c'est 30 balles, fermé, hein. Blisté, hein, le jeu jamais ouvert, hein. Je vous parle en valeur. En valeur, voilà. Valeur financière de ce que ça vaut, quoi. Une collection Dreamcast, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle, c'est un grand mot. Il faut toujours de l'argent pour acquérir des choses, hein. Mais par rapport, voilà, par rapport à une collection PS2 ou quoi, vous investissez moins d'argent pour récupérer des jeux Dreamcast. Vous pouvez en avoir des tonnes, des jeux Dreamcast japonais ou pas, pour peu d'argent. Vas-y, si vous voulez, on la met... on va la mettre... allez, Gare Montparnasse, allez, vas-y.
On la met, moi je la mettrais pas au niveau, parce que la PS2, je pense qu'on l'a légèrement en sous-estimé. Pour moi, la PS2, moi je la mettrais avenue de la République, juste avant. Voilà, c'est pas. Alors on va la déplacer là-bas. Même si c'est pas. Voilà. Là, on parle pas des hidden gems, comme ils aiment bien dire les youtubeurs, vous savez, avec, comment dire, ces jeux extrêmement chers. Voilà. Sur Wii, vous pouvez acheter une tonne de jeux qui valent que dalle pour commencer une collection, alors que sur la Dreamcast, il va falloir parfois mettre déjà 30 balles pour avoir certains titres. Mais en contrepartie, beaucoup de jeux d'occasion sont à 10-15 balles complets en boîte. Et ils n'ont pas bougé depuis 30 ans. Niveau spéculateur, niveau spéculatif, pardon, vous n'avez pas fait des bonnes affaires en investissant dans la Dreamcast il y a 30 ans, les gars. Voilà. Ouais. Alors le truc de la Dreamcast, c'est que déjà avoir une console fonctionnelle, c'est compliqué, le lecteur est pourri. Moi je trouve que elle est assez solide la Dreamcast, hein. Je trouve que c'est une bonne console, hein. Je la trouve vraiment intéressante au niveau durabilité, hein. C'est Microsoft, hein. Je trouve ça assez solide, hein. Après le problème c'est qu'il faut nettoyer la lentille, ouais, tu la nettoies, tu nettoies les rails aussi. Tu sais les rails il faut les graisser. Un petit peu de graisse sur les rails là, tu en remets. Comme c'est un lecteur, bah oui, le rail s'assèche avec le temps, donc il va moins vite. Et puis surtout, la lentille, tu la nettoies un tout petit peu, voilà. Tu verras, elle marche bien. Dreamcast, franchement, le taux de fiabilité est très très bon, hein. Ouais, la PS2, faut la remonter un peu, ouais. Peut-être qu'on la mettra au niveau de la Master System et PS1. On a été méchant avec la PS2, ouais. Parce qu'au final, il y a quand même pas mal de jeux qui commencent à monter. Allez, vas-y. On va la mettre au même niveau que la Master System et tout ça. On la met dans le même bordel. Pourquoi pas? Allez. Ça peut être un classement évolutif, hein, parce que c'est vrai que plus tu rajoutes des systèmes, en fait, plus tu te dis que... Parce que là, la GameCube, par exemple, la GameCube, on pourrait la mettre carrément, en fait... Ouais, je sais pas, enfin, c'est compliqué, hein. Non, je pense que la PS2, faut la laisser dans le bleu, moi. Parce que vraiment, la PS1, il y a des jeux beaucoup plus chers tout de suite, hein. Ouais, c'est un autre niveau, hein. Mais pour ce qui est de la GameCube, moi je la mettrais après la Dreamcast. Est-ce que pour vous la GameCube, les gars, voilà, vous l'estimeriez différemment? Franchement, la GameCube, le problème qu'il y a également, hein, c'est la qualité des CD qui se dégrade, qui est catastrophique. Enfin, on peut pas forcément donner une grande valeur à une collection GameCube, les gars, aujourd'hui. Mis à part certains jeux qui coûtent très cher, parce que le produit n'est pas de qualité au niveau hardware et puis software. La qualité de fabrication des jeux. Aujourd'hui, je pense que vous verrez, hein, dans le temps, les gens qui ont des collections Saturn PAL et GameCube PAL, au niveau du pressage des CD, c'est une catastrophe et leur collection va perdre de la valeur. On commence à voir des trous à travers les CD et comment dire, l'imprimé se détache sur les jeux Saturn face A. Vous allez voir, hein. C'est terrible, hein. On voit à travers, hein. Je pense que la GameCube et la PS2 c'est le même niveau, hein. Voilà, à peu près, hein. Voilà. C'est quoi les jeux chers de la Dreamcast? Un jeu cher sur Dreamcast, c'est quoi? C'est 45 euros. C'est-à-dire tu as... Alors, je vous parle pas de Resident Evil, je le mets à part bien sûr, Resident Evil 2, mais par exemple Sonic Adventure 2 ou Crazy Taxi 2, ça peut être 55-60 euros. Voilà. C'est ça un jeu cher sur Dreamcast. Et la plupart du temps, d'occasion, c'est 15 euros, 20 euros. Voilà. Ouais, je dis face A parce que pour moi, la face A, c'est celle que tu vois.
Le recto, si tu veux. Voilà, recto. Et le verso derrière, si tu vois. Ça parle plus aux gens. Ça parle plus, voilà. C'est plus dur de faire une collection GameCube. Au niveau financier, tu parles? Bah, parce que, franchement, si tu veux récupérer tous les jeux PS2 et ceux qui coûtent cher, je pense que la PS2, ça va te coûter plus cher, non? Mais après, attention, hein, moi j'ai dit, voilà, c'est pour commencer une collection, et puis dans l'idée, hein, l'argent que tu vas mettre, tout ça, enfin, c'est généraliste, hein, c'est très... Là, c'est le darty de l'évaluation rétro gaming, hein, c'est vraiment, c'est... On n'est pas dans la précision comment dire, nucléaire, là, hein, c'est... Vous avez bien compris, hein. Les jeux multiplateformes, ah oui, tous les... comment dire, les Mario Party, tout ça. Mais y a que ces jeux-là après, parce que si tu prends du Harry Potter, du Prince of Persia, du Blood Omen, enfin, c'est pas extrêmement cher hein, sur GameCube. Hein. Y a plein de jeux qui sont vraiment faciles d'accès. Hein. Ouais. Je sais pas. Après, encore une fois, on est dans le même genre de classe sociale hein, qui se procure de la PS2 et de la GameCube. Hein. Moi, je pense que c'est assez cohérent là. Souvent, les classes sociales qui ont un peu plus de pouvoir d'achat, bah, ils vont sur de la PS1 en effet. Ils vont sur de la PS1 JAB, de la PS1 en PAL également en boîte complet, et la Master System également. Je pense que c'est assez cohérent en fait, hein, le schéma, comment dire, le panorama de l'acheteur également collectionneur rétro gaming. On est à peu près dans l'estimation réelle hein, du pouvoir financier et de ce que ça vaudrait aujourd'hui également. Hein. Je pense on n'est pas loin de la vérité. Hein. À quelques, on va dire, à quelques différences près, peut-être au niveau pour intervertir certains jeux, voilà. Salut Max, ouais. Salut Sceptic Flèche. Euh, alors, ça on l'a dit, ok. Pour une collection de 100 jeux PS2 ou 100 jeux GameCube, tu vas payer plus cher sur GameCube. Bah si vous êtes d'accord en globalité, moi il y a pas de souci. Hein. Si tu veux, je te mets la GameCube boulevard de la Villette si tu veux. Après ça changera pas forcément le schmilblick. Hein. Tu as peut-être raison parce que ça se joue à rien là en fait entre la PS2 et la GameCube. Hein. Pour moi ça se joue vraiment à que dalle. Là. C'est compliqué. Hein. Donc si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord entre vous, il n'y a pas de souci. Après, on les laisse dans les mêmes catégories de classe sociale. Voilà, on intervertit que PS2 et GameCube. Voilà, on fait que ça si vous voulez. Parce que c'est vrai que récemment, moi, enfin l'année dernière, j'ai acheté pour 5 euros, 5 euros, hein, Grand Theft Auto Vice City complet en boîte avec la map et tout ça. Hein. C'est dire en fait la valeur de ce que vaut aujourd'hui certains grands jeux PS2. Mis à part God End ou d'autres jeux qui sont à 60 balles. Mais la plupart des jeux PS2, franchement, il y a des trucs, les Onimusha, tout ça, il y a beaucoup de jeux que vous pouvez avoir pour rien, et d'autres encore pour moins que ça. Allez, on va faire comme ça. On intervertit les deux, et puis, ouais. Il y a plein de jeux à 2 euros dans les caches. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai, t'as raison, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que sur GameCube, parfois, c'est déjà 10 balles ou 7 euros le même jeu. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu vois la gueule du CD, tu comprends très vite que la GameCube, tu vas pas y jouer longtemps au jeu. Hein. C'est une catastrophe, hein. Les mini CD là, mon dieu. Alors, tu dis, on parle souvent de collection par console. Moi, perso, je suis plus collectionneur d'un type de jeu, les shoots verticaux, etc. Alors, quelle console on a oublié, les gars, pour terminer le live. On fait pas les consoles portables, hein, comme j'avais dit, les gars, parce que ça va prendre trop de temps, c'est sûr.
Mais alors attendez, voilà, il m'a mis une page l'autre. Ok. Euh, Donc on a interverti ça, ok. Alors quelle console on aurait omis de mettre Alors j'avais dit la Jaguar. On a conclu que la Jaguar, la GX 4000, c'était tellement pas collectionné par les gens, sauf la console, mais pas les jeux, en général, que c'est dur d'évaluer, il n'y a pas de clientèle pour ça. Euh, les manettes GameCube, en effet, c'est très cher, t'as tout à fait raison, voilà. La PS2, c'est quelques centimes au Japon, ouais, t'as raison. Ouais. C'est comme la Dreamcast au Japon, hein, ça vaut que dalle. Hein. Mais beaucoup plus de jeux PS2 que Dreamcast, ouais. Le problème, c'est que en général, tu peux avoir une collection beaucoup plus grande sur PS2 et des jeux beaucoup plus chers sur PS2. Mais ça joue à pas grand-chose. L'important, là, en fait, c'est qu'on répertorie un peu les classes sociales qui collectionnent et qui se procurent également ces consoles pour évaluer un peu votre pouvoir d'achat, voilà, également, et votre stabilité actuellement au niveau de votre collection, au niveau valeur, voilà. Alors la Saturne, alors on fait la... Moi j'aimerais bien faire les gars. Alors oui, on va pas mettre le X68000 parce que ça c'est comme la Jaguar et les GX 4000. Voilà, il y a personne qui collectionne ça, mis à part une dizaine de pèlerins en France. C'est des passionnés du système, mais c'est pas la majorité du rétro gaming en France en 2025. Voilà. Là, on peut mettre la Saturn, si vous voulez, on met la Saturn, mais faudrait. La Saturn, le problème, c'est qu'on va arriver au même niveau, je pense, que la GameCube ou la PS2, ou entre la PS1 et la Master System. C'est pas affolant non plus, parce qu'il y a beaucoup de jeux japonais, en effet, qui sont vraiment pas chers. Mais il y a débat entre la valeur d'une collection Saturn avec des bons titres, des shoots qui sont difficiles à trouver, etc. Et parce que les jeux d'aventure sur Saturn au Japon, ça vaut que dalle. Vous cherchez Deep Fear au Japon, c'est 20 dollars, 25 dollars, ça vaut rien. Alors qu'en version PAL, le Deep Fear, il coûte un peu plus cher déjà. Comment il s'appelle le piège de cristal, Die Hard Arcade, en version PAL, il coûte assez cher, mais en japonais, il coûte pas grand chose. C'est beaucoup moins. Il y a beaucoup de jeux comme ça, l'équivalence au Japon. On est dans le niveau en fait de la collection du joueur PS1 au niveau pouvoir d'achat là actuellement là, enfin maximum. C'est supérieur au collectionneur GameCube au niveau financier. Mais moi sincèrement, un collectionneur Master System qui a beaucoup de jeux en PAL aujourd'hui a investi beaucoup plus d'argent et possède une collection qui vaut beaucoup plus qu'un mec qui a plein de jeux Saturn, quoi. PS1 et Saturn, c'est à peu près le même niveau, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Après, on parle pas forcément que du PAL. C'est ça le problème. Après, je vous laisse choisir, hein, parce que moi personnellement, voilà. Salut SNK Fury, ouais. Ouais, les shoots sont chers, Layer Section, voilà, il y en a d'autres. Thunder Force également, il est pas donné. Mais si vous êtes au Japon, que vous l'achetez au Japon, il coûte déjà moins cher. Voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont jamais sortis chez nous également hein, sur la Saturn. Hein. La Saturn, vous la mettriez où en fait, hein, les gars? Moi, je la mettrais avant la PS1 parce que je vois pas où on peut la mettre. Hein. En prison là, vous la mettez en prison. Là, en prison. C'est une console en fait qui s'est terminée trop vite. Il n'y a pas de jeu en parle, il y a rien. Au Japon, c'est une console qui a fait carrière au Japon. Donc nous, si on veut des jeux, ça va nous coûter cher, mais les Japonais, ça va leur coûter moins cher. C'est un dilemme quand même, c'est bordélique en fait d'estimer en fait cette console-là. C'est vraiment bordélique. Hein. Moi, je pense que un gars comme Cyril 2.0 qui a une collection PS1 chez lui ne l'échangerait pas contre une collection Saturn de jeux japonais.
il va garder ces jeux PAL PS1, ça a largement plus de valeur que des jeux japonais Saturn, qui sont parfois entre 5 et 10 dollars, voire moins de 5 dollars. C'est... Maintenant, si vous commencez une collection, en effet, en 2025, au niveau de la Saturn, sur la France, pour acheter des jeux japonais, oui, ça va vous coûter cher. C'est tout un dilemme, hein. Mais il y a quand même une poignée. Alors faut qu'on se mette d'accord, Colonel Harry, tu mettrais où? Tu la mettrais un gars, pour faire les choses simples, un gars qui a une collection Saturn japonaise aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça serait supérieur au niveau valeur en globalité, financièrement, de se procurer des jeux PS1 ou des jeux Saturn japonais? Des jeux PS1 japonais ou des jeux Saturn japonais en généralité, en proportion, on va dire, hein, sur une centaine de jeux pour débuter une collection moyenne gamme, je sais pas, voilà. Est-ce qu'on rentrerait déjà dans le milieu de gamme, dans des investissements assez onéreux, alors que sur PS1 on est tranquille, hein. En milieu de gamme, sur PS1 au Japon et en Europe, hein, t'es tranquille encore, hein. T'as le temps de voir, hein. T'as le temps de voir, hein. Il y a des jeux à moins de 20 euros, hein, ou 20 dollars, hein, largement. Il y a énormément de titres, hein. Voilà. Le problème de la Saturn, c'est de trouver des jeux en bon état. En plus de ça, ouais, c'est comme la GameCube, hein. La GameCube, elle va finir derrière la Wii, hein. À un moment donné, la Wii, elle prendra plus de valeur que la GameCube parce que les jeux, ils sont tellement détériorés et dégueulasses que les fameux Taromaru à 1000 balles, Silhouette Mirage Hyper Duel, Keio. La Saturn, c'est un peu une console de japonais si tu collectionnes. Ouais, c'est ça, c'est la Saturn, c'est spécialement sur le marché japonais en fait. Mais toi, si t'es un acheteur européen ou américain, bah y a rien vraiment à becqueter sauf acheter de l'import. Et oui, l'import va te coûter cher en effet. Mais bon, moi je la mettrais entre la PS1 et la GameCube, hein. Franchement, ouais, c'est compliqué, hein. Mais, bon. Je dirais même que les jeux communs en Japon semblent plus chers que sur PS. Alors, à la limite, on peut préciser Saturn japonaise. Allez, Saturn japonaise, on va la mettre, si vous voulez, on la met avenue Mozart. Allez, on la met avenue Mozart au-dessus de la PS1, mais ou dans la même clientèle que la Master System. Est-ce que la même clientèle qui achète de la Master System au niveau financier achète de la Saturn japonaise également? On investit la même somme d'argent pour acheter de la Saturn japonaise que de la Master System PAL. C'est un peu ça également l'idée. Ouais, Mozart, ouais. Après, vraiment, je m'excuse hein, par rapport aux gens qui sont très pointilleux dans l'analyse, hein. Là, c'est vraiment global, hein. On essaye d'évaluer les classes sociales qui se procureraient telle ou telle console, hein. Voilà. Mais je pense je vous dis, hein, globalement, si on fait le schéma et qu'on regarde le schéma final, je pense on est dans le vrai, hein, dans la hiérarchie. Je dis pas forcément en fait au niveau, vous savez, de la réalité, hein, voilà, du pouvoir financier, hein, parce qu'il y a encore une fois les formats japonais, les formats européens, voilà. Et c'est intéressant de voir que l'évaluation qu'on peut faire aujourd'hui, voilà. Bon, il nous resterait à placer donc la Neo Geo. Et puis, alors, est-ce que différencier la Neo Geo CD et la Neo Geo, ça a un intérêt? Je crois pas. Il faut vraiment privilégier la ES, hein. La ES, de toute façon, tu vas la mettre loin devant. Et pour moi, en fait, ce qui se reflète le mieux, en fait, dans cette hiérarchie, c'est que entre les collectionneurs NES et Super NES,
et les collectionneurs Neo Geo en boîte complet, il y a quand même voilà, il y a un monde d'écart. C'est-à-dire que on reste quand même dans des classes populaires, voire aisées à un moment donné, et puis on bascule en fait dans une dimension où c'est la stratosphère. C'est même pas. Ce sont des gens, voilà, qui n'ont peut-être même plus de maison à payer ou qui ont, comment dire, un statut social de chef d'entreprise. On parle de personnes là, après, dans les collections Neo Geo, qui ont du boîte complet, de personnes qui sont hors du commun. C'est ça l'idée en final. Parce que tu peux avoir moins de 25 jeux accessibles en boîte complète Neo Geo pour une classe populaire moyenne. Mais tous les autres jeux là, Neo Geo là, que tu voudrais avoir, ou que tu fantasmes d'avoir, ou que tu as déjà chez toi, c'est énormissime. La valeur du produit est énormissime aujourd'hui. En 2025, plus que jamais. Alors on n'a pas mis la PC Engine. Alors la PC Engine, on va la placer rapidement si vous voulez. Alors PC Engine, bien sûr, ça englobe Core Graphics 1 et 2, la Shuttle et la Super Graphics qui n'a finalement que combien on avait dit là, 5 jeux là, 5 jeux exclusifs, un truc comme ça. Qu'on pourrait placer bien sûr, je pense, à un endroit. Non mais le mec il sait pas où la mettre, voilà, mais c'est difficile de placer la PC Engine au-dessus de la NES, hein. Pour moi c'est difficile, hein. C'est limite en fait la PC Engine, les gars. Faudrait trouver un coin, bah oui, entre la N64 et la Mega Drive. Parce que même la Super NES, est-ce qu'il faudrait pas faire un décalage là? Un décalage des valeurs? Il y a peut-être un truc à faire là. Il y a peut-être un truc à faire. La Neo Geo CD et la Neo Geo sont deux choses distinctes, ouais, on est d'accord, ouais. Parce que moi je pense qu'au final, regardez les gars, je pense que la NES, il faudrait la décaler quand on fait du boîte complet autour, parce qu'on avait encore une marge d'évaluation là. La NES, faudrait la placer par là, les gars. Faudrait la placer avenue Foch, en fait. Et alors, attends, je vais essayer de placer ça bien. Il faut décaler en fait. Parce que la PC Engine, on va la placer Faubourg Saint-Martin et tout ça là. Place de la Bourse, tout ça là. On va la mettre par là. Et comme ça, on aura enfin, on aura notre hiérarchie des collectionneurs qui ont du boîte complet, en U-Card, en CD. Et également les systèmes, ouais. Moi, je vois plus ça comme ça, hein. Ouais. Parce que la U-Card, c'est vrai que c'est pas donné, mais encore une fois, c'est un produit japonais que nous, on achète en import. C'est encore ça l'idée. C'est vraiment pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Mais bon, ça pourra donner une petite évaluation de. Alors je suis en train de vous décaler également les gars, voilà on va mettre pour moi la Super NES c'est au-dessus de la Mega Drive globalement. Je décale simplement certains produits, voilà, mais la hiérarchie est respectée. Euh, voilà, je mets ça comme ça. Vous me direz si ça vous paraît. Parce que pour moi, la classe sociale au niveau financier qui se procure de la Super Nintendo, globalement, elle est plus aisée que celle de la Mega Drive. Voilà, dites-moi si ça vous paraît. Alors, les PC Engine, les jeux chers sont l'exception. Ouais, bah oui. Il y a beaucoup de jeux en U-Card qui sont largement accessibles, mais
c'est pour moi, on met dans la même catégorie, je pense. Vous me dites, hein, vous mettriez avec les collectionneurs Super Nintendo, Super Famicom, Super Nintendo US et PAL, ou vous mettriez avec les collectionneurs au niveau de la Mega Drive. Sachant que sur Mega Drive, bon, encore une fois, il y a une marge similaire niveau financier, pouvoir financier entre le PAL et les États-Unis. Et puis, il y a beaucoup de crossovers qui sont au même niveau, au niveau valorisation du produit. Comme on l'a dit, les jeux US et japonais et européens souvent coûtent le même prix sur du bas de gamme, etc. Il n'y a pas trop de différence. Donc la PC Engine, les gars, on va mettre NEC, on va écrire NEC. Allez, NEC. Lafayette, tu dirais Lafayette, c'est où Lafayette? Attends, Lafayette, c'est carrément à côté des... Non, attends. Breteuil. Ah oui, oui, Lafayette. Avec la Super Nintendo, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense qu'on est en effet, parce que... Enfin... c'est compliqué, hein, franchement. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai toujours en tête le FAH de la Super Nintendo. Et c'est ça qui fout le bordel, en fait. Vous voyez, j'ai simplement décalé au niveau hiérarchique certaines classes, en fait. Ouais. Non, mais c'est cohérent, en fait. C'est cohérent, je pense, parce que la Cordio, les gens qui collectionnent du CD et qui ont des jeux, en effet, complets en boîte sur CD, ROM, PC Engine Cordio, qui ont la Super Graphics et qui ont également des U-Cards complets avec des jeux comme City Hunter, Die Hard, voilà, les Makai Mura, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux sur PC Engine qui coûtent cher. PC Kit 3, Bloody Wolf, il y en a plein, il y en a plein. Le Prince of Persia, déjà, il coûte un peu cher. Voilà, après, franchement, hein, entre la Super NES et la PC Engine, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est pratiquement au même niveau pour moi. Hein. Le problème sur la Super Nintendo, ce qui fout vraiment la merde et qui downgrade la valeur du produit, c'est tous les jeux Super Famicom au Japon, où il y a plus de 1200 jeux qui sont largement accessibles. Hein. Pour les récupérer à des sommes vraiment en dessous de 100 ou de 80 euros. Alors que sur PC Engine, il y a beaucoup de jeux en U-Card qui commencent à chiffrer largement au-dessus des 100 euros. Je vous parle même pas des jeux CD-ROM. Hein. Les jeux CD-ROM, c'est du viol. Hein. Au niveau de votre porte-monnaie, les gars. Et puis vous achetez les consoles, c'est pareil. Il y a 5 ou 6 consoles, les gars, si vous les voulez toutes. La collection NEC, ça chiffre, hein. Ça chiffre. Enfin bon. Mais là, voilà. Enfin bon, après, il faut prendre en globalité les différentes régions, voilà. Si on reste dans le FH et le PAL, alors oui, la N64, elle pourrait passer devant la Mega Drive, la Super NES, elle pourrait passer devant également la NEC, parce que la NEC, c'est que du japonais. Il y a des... Voilà. On essaye de faire au mieux, voilà, avec des compromis, c'est pas facile. Mais voilà. Le full setter, casse-prison. Casse-prison. Non, vous savez qu'il faut mettre en prison, les gars. On va les mettre en prison. On va les mettre en prison tout de suite. C'est les collectionneurs de homebrew. Tous les collectionneurs de homebrew, les gars, prison. Voilà. Et on va mettre également les collectionneurs de Limited Run réédition. On va mettre aller vers la case prison. Donc, non, mais c'est pour le délire. C'est pour plaisanter. Hein. Voilà.
Voilà, comme ça, vous avez un panorama, les gars, du monde du rétro gaming en 2025, avec une évaluation de ce que pourrait être, en effet, la charte, enfin la charte, comment dire, vous savez, on aime bien faire des charts au niveau des ventes, au niveau du cinéma, de la musique, etc., les billets d'entrée, tout ça. Dans le rétro gaming, si on faisait un classement, parce que c'est un classement en fait en anglais, hein, ça a rien de sorcier, hein, ce nom-là. Euh, ça pourrait être ça en fait, l'évaluation de la hiérarchie en fait, de ce qu'on considère extrêmement difficile et cher à acheter, et le respect que l'on peut avoir par rapport à un collectionneur qui s'est procuré telle ou telle console dans le passé et ce qu'il a aujourd'hui chez lui. Un, je pense que voilà, des gars qui ont beaucoup de jeux NES complets en boîte chez eux, c'est impressionnant par rapport en effet à un mec qui a des jeux PS2 dans sa collection, parce que là, sincèrement, voilà, voir des jeux à 5 ou 10 balles qui sont pas forcément parfois intéressants, ça a très peu d'intérêt en fait, d'en parler, de regarder. On va pas aller dans un musée voir des jeux, oui. Par contre, aujourd'hui, il y a des musées où on voit des jeux NES, on voit des consoles NES qui ne sont plus facilement trouvables. Il y a un musée Nintendo avec pas mal de produits Nintendo d'époque également qui existent. Je pense pas qu'on ferait avec des produits NES, mais je pense pas qu'on ferait un musée en France ou une convention spéciale jeux Wii à l'heure d'aujourd'hui, ni PS2. C'est peut-être un peu trop tôt, peut-être dans 30 ans on fera ça, voilà, mais par contre, on aime bien faire découvrir à des jeunes, dans des écoles primaires, dans des médiathèques, comment était le format des jeux Nintendo NES à l'époque. Et en effet, il y a tout ce fantasme autour, parce que le produit est difficilement trouvable, en état, en état complet. Voilà, et tous les collectionneurs Limited et Strictly, là, direction la casse prison, vous mettez des sommes pas possibles dans des rééditions, des éditions collector qui ne valent rien au final, parce que vous allez acheter un produit à une certaine somme, mais personne ne veut de ce truc-là, ni dans le futur, ni aujourd'hui, et vous investissez des sommes aussi folles que des collectionneurs Super Nintendo ou NEC pour vous procurer des éditions collector de 200 € de Castlevania avec des cartes postales et des bouts de carton. Je pense que dans le ridicule, il y a peut-être pas mieux. Voilà, je vous ai mis là, les gars, hein. Direction, direction la casse prison. Voilà, parc gratuit, je sais pas, aller en prison. Mais les sommes que vous mettez en fait, les gars, dans vos jeux limited et strictly limited run, je sais pas quoi là, c'est affolant. 100 balles, 100, 200 balles dans des jeux Switch, des boîtes en carton, des boîtes PS4 Neo Geo avec un jeu PS4 à l'intérieur, c'est quoi ce bordel? Et vous dépensez autant d'argent que les gens qui achètent des jeux NEC complets en boîte. Faites des vraies collections, n'achetez pas des rééditions ou des trucs qui valent que dalle. Donc voilà, on a mis quand même la Super Nintendo au-dessus de la Mega Drive, et ça je pense que globalement, mis à part les jeux chers sur Mega Drive ou très très chers, oui, la Super Nintendo au niveau valorisation, ça va vous demander beaucoup plus d'argent pour vous procurer ce genre de collection, hein. Et puis la Neo Geo, bah écoutez, on n'a pas besoin forcément de la mettre ailleurs que rue de la Paix ou avenue des Champs-Élysées. Est-ce qu'on a besoin vraiment de la placer, parce que y a rien au-dessus, y a rien au-dessus de la Neo Geo aujourd'hui, quoi. C'est la console que tout le monde voudrait avoir avec les jeux les plus chers. C'est la console que tout le monde voudrait en état complet d'origine par rapport à tout ce que ça représente.
Sur cette console, quand tu commences une collection, tu peux acheter 3 ou 4 jeux, voire une dizaine de jeux à moins de 100 euros, mais ça t'as vite fait le tour. Et tu peux déjà y jouer parfois sur d'autres systèmes, comme les Samurai Spirit, les Fatal Fury, etc. Mais voilà, ça commence déjà à devenir très cher. Et puis, il y a ce fantasme d'un jour posséder le Metal Slug, que très peu de gens possèdent dans le monde, et les gens qui le possèdent n'en parlent pas, ils préfèrent garder ça secret en fait dans leur bunker, parce que évidemment si ça s'ébruite, ça pourrait causer préjudice pour certains. Je suis pas, voilà, je pense pas qu'il y a il y a d'autres collections de consoles qui procurent autant d'envie que celle de la Neo Geo, globalement, hein. Mais d'un point de vue hiérarchique, voilà, je pense que c'est assez pertinent ce qu'on a pu faire ce soir au niveau voilà, évaluation de ce que vous avez chez vous, l'argent que vous avez pu mettre, est-ce que ça vaut, et également l'intérêt que les gens ont pour les différentes collections. Aujourd'hui, tu envies plus, je pense, quelqu'un qui a une très belle collection Super Nintendo Opal que quelqu'un qui a une version Mega Drive des mêmes jeux. La N64, c'est un dilemme la N64 parce que, encore une fois, les jeux PAL coûtent très cher en boîte complet, mais les jeux japonais coûtent beaucoup moins. Et si tu veux faire une belle collection Nintendo 64, pardon, t'as pas besoin en fait de partir dans un délire d'acheter que des jeux PAL. Tu peux acheter des beaux jeux en japonais, comme sur la Saturn. La Saturn, qui est une collection essentiellement japonaise, je pense, dans l'idée. Après, t'as les collectionneurs Master System et PS1. Voilà. Après, on a tout ce qu'il y a autour du... Attendez, je vais vous mettre à l'envers. Tout ce qu'il y a autour des consoles populaires, grand public, brocanteurs, etc. C'est des trucs que vous retrouvez très 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 souvent dans les vidéos de collectionneurs de vide-grenier. Retour vide-grenier, PS3, Wii, PS2, GameCube. C'est exactement ça. Et pourquoi on a mis la Dreamcast entre les deux? Parce que Dreamcast, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux blistés, jamais ouverts, qui sont à 30 balles. Les jeux ne valent rien. Et sur 30 ans, ces jeux-là n'ont pris, enfin sur 30 ans, sur 25 ans, ces jeux-là n'ont pris aucune valeur. C'est quand même hallucinant. Alors, il y aura toujours un Resident Evil 2 qui va se glisser par là, voilà, vite fait, qui va être un peu plus cher. Ou Sonic Adventure 2 qui va approcher les 100 balles ou 80 balles, mais c'est tout. Il y a rien de spectaculaire autour de la Dreamcast. Et vous pouvez largement avoir, enfin largement, c'est un grand mot, mais faire un full set Dreamcast sans vous ruiner par rapport à un full set du côté de la Master System ou de la PS1. Voilà, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des idées auxquelles on a réfléchi ce soir en discutant et une évaluation du marché, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce live a pu vous amuser et vous divertir. Et puis, je pense qu'on a, au niveau hiérarchie du collectionneur, fait un constat à peu près réaliste hein, de l'actualité en 2025. Vous me direz, voilà, si jamais vous voulez apporter des modifications ou des changements. On est à peu près dans le vrai, je pense. Voilà. On n'a pas mis la première Xbox, non, à 360 parce que je pense que tu peux les mettre au niveau de la PS2 ou de la Wii ou de la GameCube, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Voilà. Septic Flash, tu dis oui, on aime faire découvrir si on a un bon souvenir avec. Perso du 8 bits, j'ai du mal. À partir du 16, c'est ok. T'as jamais eu la Neo Geo, Colonel Harry, bah, tu peux t'en passer, hein, tu sais. Hein. Avec les sticks arcade, les émulateurs, tu peux y jouer. Hein. Salut les nuits sans Kim tu pouvais te demander qui pouvait acheter une Neo Geo en neuf à l'époque, c'était vraiment une console d'ultra luxe. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'était une console, on en a parlé avec des gens durant les lives précédents. Les gens qui achetaient la Neo Geo quand elle est sortie du côté de l'import en France,
C'était des gens qui avaient des pouvoirs financiers énormissimes. Et encore plus les gens qui se la sont procurés en import pirate chez Shoot Again, dans les boutiques où justement les gérants avaient importé la console en France sans l'import officiel, ouais. Et ils faisaient payer la console beaucoup plus cher que Guillemot. Donc, mais oui, le portrait des gens qu'on avait décrit qui achetaient la Neo Geo, c'était des gens en effet qui étaient assez aisés, oui, des chefs d'entreprise, des commerciaux, des gens qui gagnaient très bien leur vie. Pas forcément des grands gamers, parce que le gamer se satisfaisait de ce qu'il avait à l'époque du côté des salles d'arcade, ou de la Super NES, ou de la Mega Drive. Et puis le gamin de 15 ans, il allait pas racheter derrière la Mega Drive une Neo Geo. Il avait déjà sa Mega Drive ou déjà sa PC Engine, il allait pas racheter une Neo Geo derrière avec des jeux à 1500, 1800, 2000 francs et la console à 3005 quand elle est sortie, quoi. C'est voilà. Mais bon, c'est des petites discussions que vous pouvez retrouver dans des lives précédents. Euh, alors, Colonel, tu dis tu veux pas mettre plus de 100 euros dans un jeu sur Neo Geo, ça ne laisse pas grand chose. Ouais, t'as du Samurai Spirit, je crois que le premier Fatal Fury, ou le Fatal Fury 2 plutôt, Art of Fighting 2 par exemple aussi, le 1 est plus cher. T'as même pas un super sidekick, hein. T'as même pas un jeu de foot. Enfin, ça devient très compliqué la Neo Geo à moins de 100 euros, en effet, hein, je suis d'accord avec toi, hein. Voilà. Salut Dédé le bon. Le problème, ce n'était pas le prix de la console, mais le prix des jeux. Ouais, ça freinait. Ça freinait parce que nous, on jouait beaucoup sur le marché de l'occasion. Et la Neo Geo, il n'y avait pas de marché d'occasion. Tu devais acheter le jeu neuf déjà. Donc ça mettait un frein à tes achats quand tu étais adolescent. Nous, on aimait bien échanger, etc. Neo Geo, le marché de l'occasion, il est inexistant en 91, hein, pratiquement, hein. Enfin, les gens achètent les jeux neufs, hein. Voilà. Bah écoutez les gars, sur ce, passez une bonne soirée. Et puis, si vous avez l'occasion de pouvoir débattre, hein, sur ce qu'on a fait ce soir, donnez votre avis, n'hésitez pas. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, portez-vous bien. Et puis rendez-vous, je pense, ce week-end, je vous sortirai une vidéo où il y a justement l'effet avec la prise RCA sur la Genesis US, avec Sonic et Shinobi sur la chute d'eau, que j'ai pu tester en vrai, et c'est magnifique. Et puis la vidéo également autour de la saga Alien, qui sera vraiment intéressante. Un bon petit montage que je vous ai fait là, c'est sympa, je trouvais sympa. Voilà, bonne soirée à tous, ciao ciao. Merci encore.